en fonction de la situation des gens, il est beaucoup plus profitable soit de créer un business à partir de rien ou d'en acheter un et de modifier un truc. Dans plein de pays, il y a de la corruption et en fait, la plupart de ceux qui sont à 30 millions, ils sont très proches de quelqu'un qui est dans la politique. Mais par contre, tu n'as pas ton réseau, tu n'as d'aide de personne. Juste, tu repars de zéro, 1000 euros, tes connaissances. Qu'est-ce que tu fais pour te construire belle entreprise? Et là, il me dit avec des gros yeux, il me dit « Oh, j'ai jamais gagné autant de ma vie. » Là, je me suis dit, il se moque de moi, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais tu te fous de moi? Au final, toi, tu t'es juste dit, mais ils iraient tous se faire foutre en gros un jour et c'est moi qui aurais raison, quoi. Ils m'ont vraiment mis le seum de malade. Et c'est pour ça aussi, je me suis dit, ouais, je vais les fumer. Et j'ai eu une déterre de malade. Je me suis dit, ouais, je vais les fumer. À l'époque, il fallait vraiment avoir les couilles. Il y a 2 mecs qui m'ont dit, ce week-end, c'est week-end double XP, ça va farmer sa mère. Le champagne sur les meufs, les voitures, la villa, nanana, machin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Franck et Anthony et vous le voyez, à l'écran, on a la chance d'avoir avec nous le poteau Théophile Hélier. Salut Théo, comment tu vas? Hello messieurs, ça va tranquille, ouais, content de se revoir. On s'était vu il y a pas longtemps avec Arthur quand t'étais passé à Bangkok. Yes. Et donc ouais, cool, ça fait des années qu'on se connaît, donc cool d'apparaître sur votre podcast. Merci de m'inviter. Et j'ai peur que ce soit un peu trop technique sur certains points parce que vous êtes des monstres en SEO, donc j'espère qu'il y aura pas trop de questions niveau SEO. Non, t'inquiète pas, tu seras épargné normalement. Mais c'est vrai que c'était cool de revenir avec toi sur, peut-être déjà sur notre rencontre, que t'es arrivé. Moi, je me souviendrai. Je pense toujours du moment où t'es arrivé sur Malte et comment ça s'est fait et du stade dans lequel t'étais au moment où t'es arrivé sur Malte. Tu vois, dans ton business à l'époque, c'était très frais en fait. Ouais. Et puis d'avoir vu toute ton évolution et jusqu'à là où tu en es aujourd'hui. Donc ça va être intéressant de te poser des questions là-dessus. Est-ce que Franck ou Anto, vous voulez commencer avec la première question pour Théo? Bon, Franck, vas-y. Comme ça, je dose après. Ouais, j'en ai plein des questions, mais j'ai plein de sujets. Peut-être, pour l'instant, on va rester sur des trucs plus... tu veux peut-être, parce que ça se trouve, il y en a qui te connaissent pas, mais peut-être tu veux te faire une micro-présentation Ouais. En bref, tu vois, parce que je pense que beaucoup de gens te connaissent, mais bon, au cas où il y en a quelques-uns dans le tas qui te connaissent pas. Ouais, bien sûr. Donc déjà pour la petite histoire, donc on s'est rencontrés, Franck et Arthur, il y a de ça, je pense que ça fait au moins 7 ans. Ah ouais, large. Hein. Oh, large. Ouais, un truc comme ça. Donc on s'est rencontrés à Malte parce que j'ai vécu à Malte pendant 2 ans et demi. Et on avait des centres d'intérêt communs, le business en ligne, World of Warcraft, quelques petites soirées. Et surtout, à l'époque, moi, je connaissais pas beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat parce que, comme tu l'as dit, Arthur, moi, je venais de démarrer quand je suis parti à Malte. J'étais déjà depuis à peu près 1 an et demi dans le business en ligne, de manière sérieuse, avant de déménager à Malte. Et donc, pour la petite histoire, donc je suis issu d'une famille normale. Donc, mon père est policier, ma mère est nurse, donc aide-soignante. Et en gros, j'ai créé un business en ligne pour aider des étudiants. Donc, j'ai vendu des fiches de révision. Mais en fait, j'avais pas prévu de faire un business en ligne parce que j'ai créé un site pour aider mes potes à réviser le BTS NRC. Je sais même pas si ça existe encore. Et en gros, j'écrivais juste des articles et puis le site a augmenté niveau SEO sans forcément que je recherche à faire ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis renseigné comment gagner de l'argent en ligne, machin. Et puis je suis tombé sur des gens qui vendaient des PDF, des formations, etc. Donc j'ai commencé à vendre des fiches de révision en ligne. J'ai gagné un petit peu d'argent, 2-3 000 euros par mois. Et pour moi, c'était assez en fait pour partir vivre en Thaïlande. Et après 1 an à Chiang Mai, je suis reparti. Donc j'ai habité ensuite à Malte pendant 2 ans et demi. Après, j'ai vécu vite fait à Marbella. Et après, je suis parti en Thaïlande, mais cette fois-ci à Bangkok, qui est maintenant une ville dans laquelle je vis depuis un peu plus de 5 ans et demi. Voilà. Et donc, en gros, j'ai créé une école en ligne, si on peut dire. En gros, je vendais des formations dans le Make Money, d'abord online, et après dans le domaine de l'immobilier parce que j'ai investi dans l'immobilier. D'ailleurs, en Hongrie, à Budapest, comme je crois que toi aussi, Arthur. Franck, je sais pas si tu avais investi. Non, moi justement, j'avais pas investi. Ouais. Lui, c'est le Bitcoin. Moi, c'était Bitcoin déjà à l'époque, ouais. T'as probablement fait de meilleures décisions que nous. Mais il me semble, ouais. Quand j'ai suivi les histoires, je t'avoue que je me suis dit, bien content. Ouais, franchement, que ce soit niveau Belle casse-tête esquive. ou résultat. Ouais, franchement, t'as fait un beau dodge, donc c'est cool.
Et donc ensuite, donc j'ai gagné un peu d'argent avec l'immobilier, mais c'était plus un casse-tête qu'autre chose à l'époque. Et là où est-ce que j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent dans l'immo, c'était plutôt à Marbella quand j'ai fait construire une villa, plutôt ensuite à Bangkok, c'est vraiment là où j'ai gagné de l'argent avec l'immo et surtout ça me prenait moins la tête. Et entre-temps, j'ai investi en bourse à Bâle et surtout je montrais en fait en ligne dans quoi j'investissais machin. Et il s'avère que ça marchait bien. Donc du coup en fait après tous les bouquins que j'ai lus et l'expérience, je me suis dit tiens je vais vendre une formation dans ce domaine-là. Et bref en gros. L'école a bien marché. Il y a eu donc le Covid, donc là, tout le monde c'était jackpot pour les business en ligne. Et entre temps, il y a de ça 2 ans, j'ai vendu une très grande partie de cette boîte qui vend des formations en ligne, et je me suis reconverti dans l'achat, gestion et revente de business en ligne depuis à peu près 2 ans. Et non, depuis 1 an et demi seulement. Et voilà, c'est en gros ma présentation. Voilà. Nickel, Ok, c'est parfait. super. J'ai une question parce que du coup c'est bien, t'en as parlé à l'instant. Je rebondis direct sur ce que tu dis. Oui, j'aurais 2 questions par rapport à ça. La première c'est on entend toujours que c'est extrêmement dur justement de revendre une partie de ton business en ligne où c'est toi qui es ta propre marque, parce que toi tu es la marque Théophile Hélier, tu vois. Comment t'as réussi à faire en sorte de vendre une partie de ta boîte? En fait, qu'est-ce que tu vends là-dedans? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je suppose que t'es obligé de continuer à incarner ta boîte au final. T'as pas le choix. Ouais. Donc, c'est une question intéressante. Alors, je peux pas te donner tous les détails du contrat parce qu'il y a certains trucs qui sont confidentiels. Par contre, je peux te donner pas mal d'infos. Donc, quand j'ai vendu cette société, donc j'ai vendu 70%. Et les 30% que je gardais, ça me permettait aux investisseurs de rester rassurés sur le fait que j'allais rester impliqué dans le développement de la boîte à l'avenir. Et ensuite, quand on vend une boîte ou quand j'achète une boîte, ça se vend toujours ou très souvent avec un plan de développement. Donc en gros, si je rachète une boîte, je dis par contre, je veux que l'ancien propriétaire reste involved dans la boîte. Et si je rachète, admettons 50% pour, je vais donner un chiffre au hasard, 1 million. Et bien du coup, les 1 million, je vais pas te les donner tout de suite. Si le plan de développement est sur 1 an, tu vas être payé 100 000 euros sur 1 an. Ça, c'est une forme de rachat. C'est pas forcément la forme de rachat que j'ai utilisée, vu que moi, j'ai été payé tout de suite. Par contre, j'avais toujours les 30% et il y avait un plan de développement sur lequel je me suis engagé sur une période de 3 ans. Et donc maintenant, ça fait déjà 2 ans. Et le trick, si je puis dire, pour vendre une formation, pour vendre une société dans laquelle tu es impliqué en personal branding, il n'y a pas de secret, c'est par rapport au retour sur investissement, parce que le retour sur investissement auquel je l'ai vendu, donc le prix par rapport au résultat de la boîte, était très intéressant. Et surtout, à ce moment-là, faut se remettre dans le contexte, on était quand même dans une période Covid où pour tous ceux qui n'étaient pas dans le business en ligne, c'était une grosse période d'incertitude, parce que ceux qui étaient dans l'immobilier, ils prenaient une dose. Ceux qui étaient en bourse, ils ont pris un flash crash dans la figure. Et ceux qui avaient un job de salarié, la plupart du temps, soit ils étaient virés ou soit ils étaient pas safe d'un point de vue mental. Donc, si tu veux, il y a tous ces profils-là qui recherchaient des sources de revenus fixes ou différentes. Et donc, à ce moment-là, ça se présentait comme une bonne opportunité à tous ceux qui n'avaient pas d'exposition dans le business en ligne. Donc, on va dire que c'est un mélange de structure, un mélange de timing, et aussi le fait que le prix par rapport au résultat de la boîte faisait sens que d'accepter le risque que la boîte était brandée à titre perso. Je me suis aussi engagé sur le fait de faire pendant 3 ans des vidéos qui toujours poussent les formations en ligne. Donc moi, si tu veux, j'ai toujours 30%, plus le plan de développement sur lequel je me suis engagé, plus le fait que moi, quoi qu'il arrive, je continue à faire mes vidéos YouTube, que je gagne de l'argent avec les formations ou pas, c'est un truc qui me plaît. Et je me vois pas arrêter ça parce que sinon je sais pas ce que je vais faire. Aujourd'hui, ta chaîne, elle t'appartient toujours, ta chaîne YouTube, ou elle est aussi cédée à 70%? Non, alors du coup, elle m'appartient toujours à 100%. Pourquoi? Parce que d'un point de vue légal, on pouvait pas vendre le contenu d'une chaîne YouTube. Donc en gros, ce qui est sur YouTube appartient à YouTube. Les vidéos qui sont créées, qui sont hébergées sur YouTube appartiennent à YouTube. Mais en gros, en dehors de cette plateforme, elles ont pas trop de valeur parce que ce qui a de la valeur, c'est plutôt la communauté, etc. Donc par contre, le site internet qui va avec, qui s'appelle bloginfluent.fr, il a été cédé à ses investisseurs et du coup, que ce soit le trafic SEO, en fait, tout ce qu'on pouvait légalement donner, on l'a donné avec le plus de sécurité possible. Mais non, pour le coup, tout ce qui est réseaux sociaux, malheureusement, on peut pas le céder légalement.
Il peut y avoir un contrat implicite. Donc nous, ce qu'on a dit sur les contrats, c'est qu'en gros, il y allait toujours avoir des liens qui mettaient en avant les formations sur une période de 3 ans, et que durant cette période, eh ben, je m'engageais à créer autant de formations, je m'engageais à créer autant de vidéos, etc. Ok. Ça roule. C'est, Ok. ouais. Il y en a pas mal des gens qui ont revendu leur business lié à du personal branding à ta connaissance, Théo, ou... Non, J'ai à ma l'impression que c'est connaissance, rare quand même. ouais, c'est rare, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés émotionnellement à leur boîte, et le fait de la céder à un prix qui est intéressant pour les investisseurs parce que tu es en personal branding, bah du coup les gens se disent ah c'est un peu comme si je donnais mon bébé et je veux pas le céder pour ce qu'ils estiment être une bouchée de pain. La réalité c'est que c'est un deal. Ce qui définit le prix, c'est bah, les acheteurs et le vendeur. Donc non, je pense que à ma connaissance, j'en connais pas. Je connais beaucoup de gens qui ont essayé, notamment il me semble Stan Leloup de Ah ouais. Marketing. Marketing Mania. Euh, mais à ma connaissance, d'autres non. Par contre, une fois que je l'ai vendu, il y a beaucoup de gens en personal branding qui m'ont contacté et qui m'ont demandé d'essayer de vendre leur boîte. Et quand je leur ai expliqué le processus, la plupart ont give up parce que le processus est très long. Moi, il faut savoir, hein, d'ailleurs, ça je l'ai pas communiqué, mais ça s'est peut-être vu. J'ai essayé de vendre ma boîte pendant 2 ans. Hein. Pendant 2 ans, j'ai pas réussi. Je me suis pété les dents. Je mettais mon site en vente sur Flippa et Empire Flipper, qui sont des plateformes d'achat et revente de billets en ligne. Et pendant 2 ans, je me suis pété les dents avec des mecs, soit qui avaient pas l'argent et qui prétendaient l'avoir, soit des gens qui me proposaient des structures avec des buy-out. Donc, tu sais, un buy-out, c'est quand, par exemple, admettons que tu veux me racheter 1 million d'euros et que je fais 100 000 euros par mois, et ben, tu me fais un contrat qui dit que les 100 000 premiers euros, ça va au mec, et puis après, la boîte est complètement au mec. Ce qui a complètement aucun avantage pour le vendeur. Et donc, il y a beaucoup de youtubeurs qui vendaient des formations ou qui faisaient des placements de produits, qui essayaient de revendre leur boîte, qui m'ont contacté. Et quand je leur expliquais comment faire, ils m'ont dit, ouais, c'est trop dur, je vais pas y arriver, machin. Et moi, je leur expliquais, bah, pendant 2 ans, je me suis pété les dents. Surtout sur le marché américain, j'ai essayé de revendre. Et pendant 2 ans, en fait, je perdais mon temps. Je passais plus de temps à parler avec les mecs qui prétendaient vouloir revendre ma boîte ou prétendent l'acheter. Et au final, je me suis dit, bah, je vais la vendre à ma communauté parce que c'est eux qui me connaissent le mieux. J'ai une communauté d'investisseurs, donc si ça se trouve, ça va marcher. Et donc, en fait, j'ai rencontré un jeune homme à Bali qui s'appelle Constant, et il me racontait qu'il achetait, qu'il revendait des boîtes, machin. Et je l'ai mis au challenge, en fait. Je lui ai dit, ok, t'as l'air d'être bon. Vas-y, bah essaye de vendre ma boîte. Je veux la vendre autant. Et franchement, je l'ai vendue très cher. Et un beau volume et assez cher. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah vas-y, on teste. Et bah écoute, ce jeune homme, il me l'a vendu en 3 mois. En 3 mois, j'avais reçu tout l'argent, etc. Donc ouais, j'étais content, mais tout seul, c'est trop dur. Et avec des courtiers, j'ai pas réussi. Voilà. Aujourd'hui, tu portes, t'as été, je pense, Théo, tu me dis si je me trompe, mais l'un des premiers infopreneurs, en tout cas pour moi, t'as été l'une des premières personnes à vraiment te mouiller dans l'infoprenariat en France. Donc le fait de vendre des formations, et on va pas se le cacher. Aujourd'hui, par exemple, on fait de l'infoprenariat. Et à l'époque, on te regardait à la fois, je pense, avec une certaine admiration dans le sens où tu avais les couilles de faire ce que tu faisais. Parce que la réalité, c'est que le marché à l'époque n'était mais absolument pas le même qu'aujourd'hui. À l'époque, il fallait vraiment avoir les couilles. Et surtout que toi, tu as été l'un des premiers aussi en France à avoir ce côté un peu clivant et un peu bling-bling, justement, sur ton arrivée à Malte. Moi, je voulais savoir quel œil tu portes sur l'infoprenariat de manière générale et comment est-ce que tu vois, enfin, comment les choses ont évolué à tes yeux, justement, ces dernières années? Bah en effet, déjà, je rebondis sur ce que tu disais sur l'aspect un des premiers à mettre un peu en avant mettre beaucoup en avant le lifestyle. Ouais, ça en effet, c'était dur mentalement, mais je me suis dit, en fait, j'avais pas le choix. Je te dis la vérité, à l'époque, je gagnais, je sais pas, 10-15 000 euros par mois et je claquais en lifestyle 10 000 euros par mois. En fait, dans mon esprit, je me disais, plus je dépensais, plus les gens vont adhérer à mon lifestyle et plus make it until you fake it, tu vois. Et puis je me suis dit, bah vas-y, je vais pousser. Et ouais, des fois je me disais, ouais, est-ce que je fais le bon truc? Est-ce que c'est pas too much? Le champagne sur les meufs, les voitures, la villa, machin. Et franchement, c'était too much. Mais tu veux dire un truc, toi? Ouais, je pense que tu t'en rappelles pas, mais parce que moi ça m'avait marqué. La fois justement avant que tu tournes cette vidéo, tu sais, avec le yacht et tout, la musique, les meufs qui sortent de chez toi dans la piscine et tout là. Et Ouais. ce moment-là, tu nous en avais parlé peut-être un peu avant avec Arthur, peut-être à une soirée ou je sais plus. Et tu nous dis, ouais, je pense que je vais faire ça.
Et nous, enfin moi en tout cas, je me rappelle t'avoir dit un truc genre non, ça va pas marcher et tout, on est en France, on n'est pas des Américains, personne va adhérer et tout. Et je me rappelle t'avoir vraiment dit genre no go. Toi t'avais dit non, vas-y, je le fais. Et au final la preuve, ça a trop bien marché, tu vois. Moi je me suis planté mais littéralement. Et c'est ouf en effet t'as déclenché ce truc en France, en tout cas pour une partie. Et c'est vrai qu'avant, je vais pas les citer, mais c'est vrai que les autres infopreneurs qui étaient sur le même marché que les tiens, pas mal qu'on connaît aussi, tout le monde était beaucoup plus carré, un Après, peu t'étais en peut-être un mode... des plus jeunes aussi, non? Ouais, À l'époque. Ouais, c'est ouais, possible, exact. ouais, c'est vrai. Ouais. Il y avait une autre personne aussi qui était plus jeune que moi, mais aussi qui était très sobre. Mais en effet, ouais, les acteurs qui avaient déjà sur le marché à ce moment-là étaient très sobres, très ternes. Et en fait, je trouvais que ça matchait pas trop en fait avec la notion de liberté, de délire. Et puis à ce moment-là de ma vie, j'avais lu un bouquin, je me souviens, qui s'appelait Hooked. C'était un livre qui disait qu'on n'a pas besoin d'être le meilleur. Par contre, si les gens se souviennent de toi, ils vont probablement en fait être accros à ton contenu, etc. Même si t'es clivant, même si tu segmentes les gens. Et je me suis dit, bah vas-y, je teste. Et ouais, je sais pas si sur le long terme c'est forcément une bonne chose, mais en tout cas sur le court terme, ça a bien fonctionné. Et donc du coup, pour répondre à ta question, Arthur, comment est-ce que je vois le marché de l'infoprenariat aujourd'hui? Bah, je pense qu'il est extrêmement différent de par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que durant le Covid, durant la pandémie, si je puis dire, il y a eu énormément de gens qui se sont lancés. Parce que toutes les personnes qui se disaient, ah, c'est pas possible de gagner de l'argent sur Internet, que ce soit en le commentant ou en l'ayant dans leur tête, hein, le Covid a frappé, les mecs, ils étaient tous chez eux, et ils ont tous admis le fait que les seuls qui printaient de l'argent à ce moment-là, c'est ceux qui avaient un business en ligne. Et donc les gens ont été obligés d'accepter ce fact. Donc déjà, il y a eu plein de gens qui se sont lancés durant ce moment-là. Ensuite, il y a plein de gens qui ont connu, parce qu'il y a encore des gens qui le savent pas, mais le CPF en France. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un truc dans l'esprit des acheteurs qui est que pourquoi est-ce que je vais payer une formation si elle peut être financée, mais que moi je suis pas finançable? Donc ça crée un espèce de blocage mental où les gens se disent si la formation est finançable CPF et que moi je suis pas finançable, eh ben je me sens pas forcément gagnant que de payer une formation avec ma CB. Et donc je pense que ces deux critères-là ont rendu le marché de la formation plus compliqué pour les nouveaux acteurs. Je pense que les personnes qui se lancent aujourd'hui, qui sont débutantes, je pense que c'est pas facile. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps pour dire aux gens, écoutez, je vais pas vous mettre un trigger, je vais pas vous mettre une scarcity, mais je vous le dis, plus vous attendez, plus ça va être dur. Parce que le nombre de personnes qui se lancent, c'est abusé. Et moi, je le voyais aussi par rapport aux outils de SEO, au positionnement de mes vidéos. Je commençais à voir durant la pandémie de plus en plus de volume en compétition avec mes mots-clés. Et je me suis dit, waouh, le nombre de personnes qui se positionnent sur mes mots-clés, parce que c'est pas juste des noobs qui créent des vidéos en mode regardez, je suis trop riche, je vis à Dubaï. Non. Moi, ce qui me faisait flipper, c'était vraiment ceux qui se positionnaient sur des mots-clés et qui avaient un putain de contenu, qui avaient un tunnel de vente solide. Et je me suis dit, ça, c'est des vraies personnes qui vont durer dans le temps. Et donc là, c'est de la vraie compétition. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui se lancent dans le domaine de la formation et qui n'ont pas une stratégie de mots-clés, qui font juste du lifestyle. Et je pense que ça marche sur le court terme. Mais à un moment donné, je pense que ça marche pas aussi bien qu'une stratégie qui est un peu hybride avec un peu de lifestyle, un peu de mots-clés, etc. Donc, globalement, le marché de la formation aujourd'hui, je dirais qu'il faut être plus pro parce qu'il faut savoir être plus pro que les autres. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ça dépend vraiment de ce que tu vends. Mais je te donne l'exemple de la musculation. Aujourd'hui, t'es un influenceur qui veut vendre des programmes dans le domaine de la muscu. Super dur si t'es pas le plus musclé. Si tu vends un programme dans le domaine, je sais pas, de l'indépendance financière, si tu montres pas un gros lifestyle, une grosse caméra pro, etc., je pense que c'est compliqué d'être en compétition avec les autres. Le seul moyen de se démarquer, c'est du personal branding. Et beaucoup de travail. À l'époque, tu prenais ton téléphone, ton iPhone, tu marchais dans la rue, tu faisais une vidéo, boum, t'avais tout de suite plusieurs milliers de vues. Donc le marché est différent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le marché est beaucoup plus mûr. Ça veut dire que les gens aujourd'hui vont beaucoup plus facilement dépenser qu'à l'époque. Parce que moi, à l'époque, j'avais déjà beaucoup de volume de recherche, moins qu'aujourd'hui, mais quand même. Et le nombre de personnes qui arrivaient sur mes pages de capture versus ceux qui payaient vraiment, il y avait un rate qui était bien plus faible qu'aujourd'hui.
Donc, je pense que il y a du bien, il y a du pour, il y a du contre, mais globalement, je trouve que c'est plus dur. Ok. Désolé, je te coupe pendant ton écoute, mais c'est pour une très bonne raison. On t'offre une formation 100% gratuite sur la vente de liens, un des business les plus simples pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Si tu veux la récupérer tout de suite, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Et maintenant, on reprend le podcast. Anto. Vas-y, j'ouvre le truc. On va rester là-dessus. Tiens, je vais te demander. Je la trouve plus, mais alors en grosso modo, je la reformule. Est-ce que tu penses qu'il faut être expert dans un domaine pour lancer une formation en ligne? Non, je pense pas. Je pense que il faut être honnête avec les gens. Moi, par exemple, quand je suis parti en Thaïlande, j'ai dit, voilà, moi les gars, je suis pas le plus riche du tout. Je gagne mes 2-3 000 euros par mois et juste, en fait, ça me suffit pour vivre où je veux et être indépendant. Moi, ce qui comptait le plus et ce qui compte aujourd'hui le plus pour moi, c'est d'aider des gens à faire ce qu'ils veulent de leur vie. En fait, c'est pas forcément d'être riche, même si à ce moment-là de ma carrière sur Malte, je poussais vraiment le fait de regardez, je suis blindé, etc. machin. Le plus important, ça reste quand même d'être libre et de faire ce qu'on veut. Donc déjà, on n'a pas besoin d'être le plus gros des experts dans un domaine en particulier, du moment qu'on est transparent avec les gens. De dire, voilà, moi j'ai commencé comme ça. Aujourd'hui, je suis très intéressé par ce sujet. Voici mes résultats. C'est peut-être pas les plus gros, mais du coup, ma formation n'est pas forcément la plus chère ou mon PDF n'est pas forcément le plus cher. Mes accompagnements sont pas les plus chers. Et en fait, je pense que les acheteurs aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est pas forcément le number one. C'est pas le plus riche, c'est pas le plus expert, c'est pas le plus truc, le plus machin. Ce qu'ils recherchent, c'est quelqu'un qui a une étape au-dessus d'eux et qui vont pouvoir se payer la formation ou se payer un service d'accompagnement ou quoi que ce soit au travers de la personne. Par exemple, je sais pas vous, mais vous n'êtes pas forcément formé avec les plus experts du monde. Moi, je me suis pas formé avec, je sais pas, les formations de Bill Gates ou de je sais pas qui. Je me suis formé avec des formations de gens qui avaient juste le même résultat que moi je recherchais. Et pour moi, ça me suffisait. Donc, je pense que dans le tas, il y a toujours des gens qui vont rechercher les meilleurs, les number one, machin. Mais, globalement, être déjà passionné, être constant dans sa création de contenu, être honnête avec les gens. Et ce qui est bien aussi, le gros avantage qu'on a quand on est en personal branding, c'est que on n'est pas parfait. On est imparfait, mais on fait les trucs. Et je trouve aussi qu'à l'inverse, et je dirais même à l'extrême, tu vois, les contenus qui sont un peu trop chiadés en mode caméra de cinéma avec micro de furieux, avec montage de furieux, avec page de vente ultra peaufinée, machin. Je pense qu'à l'inverse, il y a des gens qui sont pas clients de ce genre de trucs parce qu'ils se disent, ouais, ça peut être un scam, c'est trop bien fait. Et donc, je pense qu'être soi-même, être cool, relax, je pense que c'est vraiment un gros edge. Et donc, c'est une clientèle qui est totalement différente. Donc, pour répondre à ta question en short, non, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être expert. Je pense qu'il est nécessaire d'être honnête avec les gens parce que, whatever, à un moment donné, si les gens vont voir que t'es pas honnête ou quoi, même si tes pages de vente sont les meilleures, machin, l'image que t'auras laissée, c'est t'es un mytho. Donc, vaut mieux avoir les pages de vente pétées mais être honnête. Même limite un bon de commande. Quelqu'un voit juste une super vidéo de toi, il accroche avec ta personnalité et tu vends un produit qui est intéressant, un bon de commande, le mec paye. Hein. Au final, c'est un peu d'ailleurs ce qu'on a fait nous sur notre formation, la Wizards Academy qu'on vient de lancer. On n'a clairement pas le meilleur setup de fou et tout ça. On a une petite vidéo VSL où on expliquait nos trucs. On a une liste à points en dessous. On a 2-3 screens de dashboard parce que on sait que c'est ce qui marche. Et un bon de commande derrière et ça s'arrête là, quoi. Pour l'instant, en tout cas, on finira sûrement par évoluer et faire des trucs plus propres, mais pour en tout cas commencer, ça marche bien, quoi. Bah ouais, et puis il faut tester à petite échelle. Tu peux pas commencer à acheter une caméra à 10K, acheter un micro à 2K Aussi, et ouais. faire des montages de furieux, machin. C'est pas possible. Je pense qu'il faut commencer petit Ouais, bien avec sûr. des trucs pétés et puis voir si ça marche, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le fameux MVP. Ouais. le concept favori de Franck. En effet. T'en as une, Franck, vas-y. Ouais, juste pour continuer un petit peu sur le côté formation en ligne, parce que peut-être que tu vas me dire si je me trompe, mais il me semble que tu ne fais pas de ads. Il n'y a pas trop de publicité de toi sur YouTube, tout ça, contrairement à beaucoup d'autres. Et toi, j'ai l'impression que tu es toujours resté sur ce côté organique. C'est-à-dire que même ta chaîne YouTube, et c'est un truc que moi j'aime beaucoup, parce que tu connais mon attrait pour le SEO et l'organique en général, tu as toujours fait, par exemple, des vidéos à optique buzz, on va SEO. dire.
Ah. Voilà. Et ouais, bah c'est ça, Buzz Ok. et beaucoup d'autres en mode comment blablabla, comment faire ça, comment faire ci, et ainsi de suite. Et ça, c'est ta stratégie un petit peu très long terme, je trouve. Euh, Pourquoi aujourd'hui, en plus toi qui connais beaucoup d'infopreneurs qui ads, pourquoi tu t'es pas mis à faire de la ads justement pour vendre encore plus de programmes? On le sait que c'est puissant. On a un pote qui fait de la formation sur KDP qui a commencé la ads et qui nous dit c'est incroyable les gars, la ads et tout. Et toi t'es toujours resté sur ce côté organique, mais je suppose qu'il y a une raison et du coup si tu veux nous en parler. Ouais, bien sûr. Donc moi j'ai lu un bouquin il y a très longtemps qui s'appelle Epic Content Marketing de Joe Pulizzi. C'est un livre qui m'a retourné le cerveau et c'est un livre duquel, si je devais le récap en une phrase, c'est que quand les gens te trouvent via la publicité, une partie d'entre eux ont l'impression de se faire prospecter. Donc ils se sentent un peu comme des pigeons. Tandis que s'ils te trouvent sur Internet, ils ont l'impression que ils ont l'impression qu'ils ont trouvé une pépite en fait. Ils se disent waouh, je suis assez smart, comme j'ai recherché, j'ai trouvé. Donc il y a ce côté-là. Et il y a aussi l'aspect que reacher à l'époque 1000 personnes ou 10 000 personnes avec une vidéo YouTube, ça coûtait moins cher pour moi en temps et en énergie que d'apprendre la publicité. Donc à ce côté-là, je dis pas que la publicité coûte plus cher, je dis simplement que moi à ce moment-là, j'avais pas l'expertise et je connaissais pas trop de personnes qui faisaient des ads. Et je me suis essayé plusieurs fois en fait aux publicités, mais à un moment donné, Facebook et Instagram pendant une longue période de temps ne permettaient plus aux personnes dans le domaine finance de faire des publicités. En tout cas, pas pour les noobs, dans le sens où si t'as pas de contact, si t'as pas de locker, si t'as rien, bah c'est compliqué de faire des pubs dans ce domaine-là. Donc j'ai pas percé forcément dans ce domaine-là. Après, j'ai rencontré aussi des infopreneurs qui brassaient avec la publicité et je me suis dit à ce moment-là, est-ce que j'ai envie d'essouffler le marché? Parce que j'avais déjà un gros reach sur le marché français à ce moment-là. Donc dans ma stratégie, ça rentrait moins en ligne de mire. Maintenant, une erreur que j'ai faite, c'est pas faire de retargeting. Ça, c'est une grosse erreur parce que le retargeting, c'est 20-80 à balle. Et donc ça, j'ai essayé plusieurs fois avec plusieurs personnes et à chaque fois, on n'avait pas forcément eu des super retours sur investissement. Et le volume était soit pas assez élevé. Et globalement, je trouvais l'expérience temps passé à gérer les prestats versus le coût de la prestation versus retour sur investissement. Je me suis dit, franchement, je fais une vidéo de plus, je gagne beaucoup plus et ça me prend pas la tête que de gérer ses prestats. Donc j'ai pas pris forcément les meilleures décisions. Aujourd'hui, par contre, si quelqu'un veut se lancer dans l'infoprenariat, je pense que la pub est de plus en plus essentielle pour reacher un marché nouveau et assez vite. Maintenant, je recommande aussi de commencer à faire du contenu plutôt en organique parce que faire de la pub sur une vidéo de laquelle vous n'êtes pas forcément fier parce que vous démarrez, même si vous avez de l'argent, je pense pas que ce soit la meilleure des stratégies aussi. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre faire un peu de pub, se concentrer sur le SEO. Je pense que les deux sont complémentaires, mais moi, ça a été surtout parce que ça me convenait plus par rapport à mon profil d'entrepreneur et par rapport à ce que j'avais déjà sur YouTube comme base. Et concernant du coup Théo, ta stratégie très SEO qui elle aussi est atypique en réalité. Hein. Pour le coup, ça fait comme l'a dit Franck, que ça fait longtemps que tu fais ça, et on a vraiment cette sensation, et tu nous le confirmeras, que chacune de tes vidéos est là pour être intemporelle, est là pour faire des vues en evergreen pendant le plus longtemps possible, on imagine. Moi, la question que j'ai à te poser par rapport à ça, c'est est-ce que avec du recul, parce qu'aujourd'hui tu as quand même un sacré recul là-dessus, est-ce que c'est une stratégie dont tu es satisfait? Est-ce que si tu devais refaire les choses, tu les ferais peut-être légèrement différemment, ou justement ce côté je fais une vidéo il y a 3 ans sur tel sujet ou avec une volonté vraiment long terme et evergreen, et au final ça marche quoi? Bah écoute, à l'époque, oui, je pense que c'était une des meilleures stratégies parce que je voulais pas être dépendant non plus de créer tout le temps des nouvelles vidéos. Donc pour moi, c'était le meilleur ratio énergie, temps passé, coût de production, résultat. Maintenant, il faut savoir que YouTube, depuis, je dirais à peu près 1 an, il envoie de moins en moins de jus à mes vidéos mots-clés pour plusieurs raisons. Déjà le fait que y a plus de compétiteurs, mais aussi je pense que YouTube a dû modifier son algo où les vidéos qui datent un peu plus sont moins présentes dans les résultats des moteurs de recherche. Par contre, dans les recommandations des vidéos similaires sur la colonne de droite,
j'ai l'impression que cet algo n'a pas forcément changé. Donc, je dirais que aujourd'hui, le mieux, c'est d'avoir un contenu qui est plus un peu en mode information / vlog. Ça veut dire que tu fais une vidéo, tu te concentres sur un gros mot-clé, et tu fais une vidéo un peu entertainment, mais avec de l'info aussi. Je pense que c'est de plus en plus dur de rester chez soi et de faire des vidéos et de se positionner sur des gros mots-clés. Ça peut marcher, mais je pense que la meilleure stratégie, c'est de faire un contenu un peu plus dynamique sur des gros mots-clés. Et la stratégie de comment, par exemple, comment faire ceci, comment faire cela, ça marche plus maintenant sur Google que sur YouTube. Parce que Google, maintenant, avec son algo, vous êtes plus au courant que moi, donc vous me direz, mais j'ai l'impression que à l'époque, quand on tapait, par exemple, comment référencer son site internet, et ben, dès qu'on commençait par comment, on avait des suggestions de vidéos YouTube. Mais c'était pas non plus un gros encart. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils recommandent de plus en plus des vidéos sur les résultats des moteurs de recherche Google. Par contre, sur YouTube, si ta vidéo date, tu seras moins mise en avant qu'une vidéo qui reach pas forcément le même mot-clé, mais qui est plus récente sur ce mot-clé-là en question. Ouais. Ok. J'ai l'impression. Ouais, c'est intéressant. De toute façon, ça va un peu dans le sens de ce qu'on voit beaucoup avec les algorithmes de réseaux sociaux. Hein. Ça pousse à la régularité, à être en permanence au charbon au final. Et c'est de plus en plus difficile d'avoir quelque chose de, ne serait-ce qu'un petit peu passif. Mais aujourd'hui, t'as quand même toujours des vues sur tes vidéos. Tu vois, sur le long terme, c'est. Ah oui, c'est une machine. Moi, je le vois un peu comme une locomotive dans laquelle, même si tu arrêtes de mettre du charbon pendant 2 semaines, bah, la locomotive, quand elle est lancée pleine balle à 1000 km/h, elle s'arrête pas comme ça. Donc, je dirais pas que c'est 100% passif, mais je dirais que ouais, en effet, la machine quand elle est lancée, c'est super intéressant, quoi. Tu sais, sur l'ensemble de tes vidéos par jour, combien tu fais de vues, à peu près? Alors par jour, t'en as un paquet, mine de rien, là. Ouais, j'en ai plus de 1000. Okay. Là, je vais dans mon YouTube Studio et bah écoute, sur ces 28 derniers jours, 229 000. Ah ouais, ça fait du volume, quoi. Ouais, ça tabasse. Ouais, c'est on en parlait, je sais plus, on en parlait, je crois, dans un podcast, mais en tout cas, je sais que ah non, c'est dans la formation, c'est en mettant en ligne justement notre formation hier soir là, où justement il y a un moment comme ça où je montre le studio de notre chaîne Wizards et j'explique, ou de ma chaîne perso, je sais plus, et j'explique que X milliers de vues c'est assez équivalent à ce qui se passe sur un site. Et toi, Franck, tu me reprends, tu fais bah en réalité la valeur d'une vue sur une vidéo est sans doute supérieure à la valeur d'une vue sur un site. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Théo, dans un premier temps? Je pense qu'en termes d'engagement, en termes de processus d'achat, je pense en effet que moi, j'aurais tendance à acheter plus facilement une formation qui m'est présentée par le biais de quelqu'un sur YouTube parce que je vais voir la personne. Donc, je pense qu'il y a ce côté identification aussi, qu'il y a peut-être moins sur un site. Et le fait que la personne, quand elle se lance dans une vidéo YouTube, je pense qu'elle se dit, je vais regarder la vidéo ou je vais m'y intéresser. Tandis que si elle ouvre un site, je sais pas pourquoi, pour une raison X ou Y, parfois, la personne soit laisse la page et va pas consulter, ou alors elle a la flemme de lire, elle veut juste trouver l'information. Et d'ailleurs, là, je viens de trouver une info super intéressante. Donc, sur le YouTube Studio, je regarde mes vidéos les plus populaires ces 365 derniers jours. Et je te dis la vérité, sur les 6 premiers résultats des vidéos les plus populaires depuis 1 an, il n'y a pas une vidéo que j'ai publiée en 2023. C'est que des vidéos de avant 2022. Ouais. Donc ça montre bien que, avec la vidéo la plus vue que j'ai tournée il y a de ça 4 ans, qui s'appelle Comprendre la bourse en 5 minutes, 92 300 vues par an. Et tu vois, cette vidéo, je l'ai faite il y a de ça 4-5 ans. Donc ouais, ça prouve que ça tourne encore. Hein. Ouais, ça c'est trop puissant. Et puis en vrai, comme 230 000 vues les 28 derniers jours, c'est énervé. Avant de les faire en SEO par un site, faut se lever tôt. Et puis même en ads, je veux dire, t'imagines le budget qu'il faut pour les balancer les 230 000 vues en ads là. Ouais, non, chapeau, c'est top. Moi, j'ai une question. Alors, on va sortir un peu de registre. Ça m'a fait marrer parce que c'est l'un des premiers trucs que t'as dit dans le podcast au final. Nous, on est un peu zinzin avec ça, mais on est assez persuadé qu'il y a une espèce de pattern dans les gens qui font du business web et on voit énormément de gens qui, au final, sont passés par le jeu vidéo
à différents niveaux, et notamment beaucoup de gens qui sont passés par Dofus. Moi, je suis passé par un truc de niche. J'ai une petite anecdote Vas-y, qu'on m'a dit ce week-end. Apparemment, il y avait un concours organisé par Linkuma. Ouais. Et il y a 2 mecs qui sont venus me MP sur Discord pour gagner le concours. Fallait créer le plus de sites ce week-end. Et il y a 2 mecs qui m'ont dit aujourd'hui, ce week-end, c'est week-end double XP. Ça va farmer sa mère, tu vois. Et je me suis dit, ils sont full pattern, les mecs. Ouais. Et du coup, il y a vraiment ce truc où nous, on le voit. Il y a une quantité astronomique, en tout cas de gens de notre génération, tu vois, allez, on va dire 25-35, qui sont passés par les jeux vidéo et en particulier par les MMO. Bon, tu l'as dit au début, donc inutile de faire poireauter les gens, mais toi, tu as été un joueur de WoW notamment. Est-ce que tu considères que ça a eu un impact sur qui tu es finalement, ou pas forcément, tu vois, c'est pas une obligation de rentrer dans ce truc-là, mais et encore plus, est-ce que ça a eu un impact potentiel sur ton business, tu penses? Ouais, bah carrément. Donc moi, gros joueur à la base de World of Warcraft, j'ai joué pendant 7 ans. J'ai joué à Dofus aussi pendant 1 an. Parce que je suis du nord de la France et Dofus c'est du nord de la France, donc Ouais. je joue à ça au CDI et et du coup et pareil mon meilleur pote qui s'appelle Théo que t'as rencontré aussi à Bangkok, pareil un gros joueur de Dofus niveau 200 machin et ouais je pense que ça nous a brainwash sur le fait de farmer, sur le fait de faire sur la discipline, tu vois, parce que aujourd'hui tu vois les jeux vidéo qui sont mis en avant, c'est des jeux où tu as de la satisfaction très vite. Genre Call of Duty, etc., machin, que j'aime aussi beaucoup. Mais du coup, tu vois, à l'époque, nous, quand on était dans WoW ou dans Dofus, quand tu démarres niveau 1 et que tu sais que tu dois aller niveau 200, ou dans WoW, à l'époque, que tu devais aller niveau 60, tu sais, quand on te dit, ouais, il faut probablement jouer pendant 3-4 mois pour arriver niveau 60, et puis qu'après, il y a que l'aventure qui commence et que tu dois farmer des objets, machin. Je pense que les personnes qui arrivent au bout de ce process, elles sont déter. Donc je pense que ça te crée, en fait, dès que t'es jeune, un truc dans ton cerveau où tu te dis, ouais, ça va prendre du temps, mais je kiffe le truc. Il y a évidemment comment on appelait ça, l'hôtel des ventes dans World of Warcraft, où tu regardais les prix, où tu essayais de bet sur certains trucs. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un endroit où vous vendez des objets, et vous pouvez en acheter d'autres. Et il y a aussi l'aspect travailler en équipe, etc. C'est finalement quelque chose que tu retrouves pas sur trop les jeux d'aujourd'hui, hein, quand tu joues en ligne comme ça. Tu sais, quand tu lances WoW ou Dofus, faut avoir une stratégie, faut suivre la stratégie. Pour arriver à certains moments, il faut déjà farmer pendant parfois des années. Donc, je pense que ouais, ça a eu un impact sur notre discipline et sur le fait de continuer un truc qui nous paraît parfois inatteignable. Et ouais, je pense que ça a eu un gros impact. Ouais, l'air de rien. C'est de la reward différée, ce qui est devenu assez rare au final. Ouais, exact. D'ailleurs, aujourd'hui, pour les gens qui se disent c'est intéressant, je vais peut-être me mettre à WoW du coup. Aujourd'hui, WoW n'est plus du tout comme ça. Et la réalité, c'est que c'est devenu un gros fast-food, comme tu l'as dit, comme tous les jeux d'aujourd'hui, où on a très vite ce qu'on veut. Et même sur les vieilles versions du jeu, on n'arrive pas à retrouver cette sensation de l'époque où tu vois où c'est un peu un mirage, quoi. C'est difficile. Et il y a encore ce truc où moi, là où je pense le jeu vidéo a été très intéressant pour moi, mais je sais que c'est en réalité, je crois qu'Anto est assez concerné aussi, c'est que ça nous a permis aussi de voir très vite la pire face de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans le jeu vidéo le côté où tu vois des trucs de fou. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans un podcast, mais il y avait des compilations de gens qui se faisaient arnaquer, mais de manière ignoble, en vocal et tout, enfin des trucs où t'étais là, mais mon Dieu, ça c'est possible, il existe des humains aussi fous que ça. Et en fait, la réalité c'est que oui, la réalité c'est que si t'es naïf, tu te fais fumer. Et en fait, très vite, t'arrives dans des trucs sans dire que le monde est impitoyable. Mais n'empêche que si t'es pas au courant que ce truc-là existe, au final, tu peux assez facilement te faire grailler dans le business. Là où je pense que quand on est arrivé à un certain niveau dans le business, on savait à quel point ça pouvait être réel, ce genre de choses aussi. Et on a pu se positionner aussi pour faire partie des gens qui étaient capables, tu vois, d'être des requins dans le business au moment où il fallait et pas juste se faire bouffer comme des moutons, quoi. Ouais, se rendre compte que voilà, il y a des gens qui vont te dire un truc et qui vont pas le faire, etc. Ouais, je pense que WoW, ça nous a appris beaucoup. Tu vois,
typiquement, bah tu vas dans un donjon, machin, tu démontes le boss, il y a l'objet que tu veux qui show up, et il y a un mec qui te le prend, tu vois, alors que c'était pas prévu comme ça ou quoi que ce soit. Et ouais, je pense que les jeux, ça t'apprend, enfin, les jeux de l'époque, je pense que ça t'apprenait. Alors, je connais pas tous les jeux maintenant, je joue beaucoup moins, mais en effet, ouais, vraiment satisfaction hyper différée. Et donc, ouais, il fallait grinder les jeux avant. Dofus, quand tu démarrais niveau 1 et que tu savais que tu devais aller niveau 200, ouah, mentalement, c'est heavy de malade. Même en gros, Ouais. t'es niveau 60, tu penses que t'as fini le truc, tu vois un mec, il est niveau 60 aussi, il a 10 fois plus de PV que toi et te ramasse, tu te dis, oh non, faut que je refarme Mais tout. surtout qu'il y avait pas ce truc sur Dofus où du niveau 100, du niveau 1 à 199, Ouais, et au final, t'avais le même 199, tu écart entre refaisais- 199 200. Tu Ouais. refaisais x2, ouais. Ouais, c'est... Et puis aussi, maintenant, tu peux acheter plein de trucs sur les MMO, tu vois. Tu peux acheter des armures pour farmer plus vite, tu peux acheter des niveaux, tu peux acheter parfois des comptes, même si c'est bien plus compliqué aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, ouais, je pense que même déjà le jeu, c'est fast-food, mais là, c'est instant, quoi. En tout cas, c'est marrant de voir que ça a eu encore une fois ce truc-là se confirme. Mais c'est intéressant de comprendre aussi que c'est encore une fois très lié au jeu de l'époque et que malheureusement, moi demain j'ai des enfants qui sont joueurs. Alors bon, de toute façon, je pense qu'en tant que parent, t'es un peu impuissant sur, tu vas pas choisir à quoi ton gosse ou ta gosse va jouer. Mais ça me rendrait un peu triste de les voir se tuer sur un Warzone qui, pour le coup, à mon sens, tu vois, apporte beaucoup moins de choses. Sauf s'ils jouent compétitif, tu vois, sauf s'ils se disent mon Ouais. but c'est d'être vraiment le meilleur et qui pour moi t'as aussi cette phase d'apprentissage par exemple Oui, dans c'est un vrai Warzone, soit tu joues comme un débile et juste tu vas te jeter, mourir, dire putain il m'a tué, je comprends pas et tout, ou alors tu vas regarder des vidéos, des tutos, prendre T'as des vu les meilleures lignes gamins et tout. sur Fortnite quand ils construisaient tout, là? Non, C'est mais monstrueux. ça, c'est très bien, mais ça reste mécanique et en fait, tu peux Ouais, être c'est mécanique et complètement teubé. Ouais, Et la c'est- réalité, c'est que, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et moi, en fait, par exemple, le jeu auquel j'ai joué, qui est un espèce d'équivalent de Dofus, qui s'appelle RuneScape, c'est un truc, qui m'a apporté tellement de choses et dont le fait de parler anglais. Je parle anglais couramment grâce à RuneScape et à rien d'autre. Tu vois, c'est pas à l'école que j'ai appris et je sais à quel point l'anglais m'a permis d'avoir une longueur d'avance dans le business de fou furieux. Dès 2014, là aujourd'hui les gens ont conscience et disent j'ai appris l'anglais parce que c'est trop bien, ça me donne un avantage. En 2014, quand j'arrive et que vraiment je commence à bouffer du business plein pot et que je parle anglais et qu'en France de ma génération, il y a personne qui parle anglais, mais évidemment que je suis meilleur en fait parce que je vais chercher les infos côté anglophone et que je les ramène et ça m'a donné un avantage de fou et c'est une partie de ce que m'a apporté le jeu. Et en fait, je le sais pertinemment que si j'avais joué à un FPS, même de manière très compétitive, j'aurais jamais eu tout ça. Et je pense que c'est encore une fois, c'est très lié à la période, c'est très très situationnel, quoi. Mais ouais. J'ai une petite question. J'aurais même deux questions d'affilée pour partir. Sauf si Arthur, tu voulais rajouter un truc. Non, du tout. Vas-y. Ok. On va parler un peu d'un de tes gros biz actuels qui est Online Assets. Et du coup, t'es vraiment passé dans ce côté, si j'ai bien compris, de l'achat et revente, mais de gros sites, hein, parce que les chiffres annoncés sur Online Assets, c'est pas du petit site. Quand t'as lancé ça, en fait, qu'est-ce qui t'a fait dire que ce business était un peu un business en or, tu vois, et que tu t'es mis à racheter du site, les revendre, faire des flips, je suppose, ou en tout cas racheter et reconstruire encore plus fort par-dessus. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça à un moment? C'est une question un peu poussée, donc je vais essayer d'y répondre de manière complète, mais la plus simple possible. Et puis après, si tu veux rentrer un peu plus dans le détail, je pourrais rentrer plus dans le détail. Donc, en gros, comment est-ce que je me suis éveillé au fait que acheter, gérer et revendre des business, ça pouvait printer plus que d'en créer des nouveaux, et je vais expliquer pourquoi après. C'est quand j'ai vendu mon business de vente de formation. Donc là, j'ai jamais gagné autant aussi vite quand j'ai vendu ma boîte de toute ma vie. Et à ce moment-là, j'avais fait une espèce de petite période de déprime parce que je savais plus trop quoi faire, etc. Je savais que j'avais mon plan de développement sur 3 ans, mais je me disais qu'est-ce que je vais faire à côté, en fait, ma vie allait tellement changer. Donc du coup, j'ai eu une petite déprime à ce moment-là. Et après 2-3 mois, j'ai regardé plein de vidéos. En fait, il y a une vidéo aussi qui m'a brainwash. J'ai regardé une vidéo d'un mec aux US qui tape à la porte des maisons et qui dit « Comment est-ce que vous gagnez de l'argent ?» Et le mec, il est à Hollywood
Et les plus grosses baraques de furieux, c'est simple, il y a que 2 types de profils. Les plus grosses baraques, c'est des mecs qui sont dans la promotion immobilière. Et les baraques de fin du game, c'est que des mecs qui sont dans le private equity. Et là, je me dis, private equity, mais attends, c'est l'achat, revente, gestion, machin. Et là, je me mets à me former à fond sur le private equity. Et là, je tombe sur des mecs aux US qui parlent de, ouais, j'ai acheté, j'ai revendu, j'ai modifié ci, j'ai modifié ça. Et je me suis dit, avec mon expérience et avec mon cash, il est beaucoup plus intéressant d'acheter une boîte sur laquelle je vois que je peux changer un truc rapidement et que c'est un gros déclencheur, et ensuite la revendre à ce moment-là. Le truc, c'est que les boîtes qui m'intéressaient, c'est pas en effet des petites boîtes, parce que quand on rachète une boîte avec Online Asset, c'est entre 3 à 5 millions par boîte. Donc en effet, moi je voulais pas tout seul. Mon net worth à ce moment-là, quand je commençais, il était plus ou moins de 10 millions. Donc je me suis dit, je vais pas mettre la moitié de mon net worth dans un site internet pour ma première expérience. Et donc c'est là où en fait j'en ai parlé à des potes dans un restaurant d'ailleurs que j'ai ouvert. C'est vrai que je l'ai pas dit dans ma présentation, mais j'ai 2 restaurants à Bangkok. Et du coup, j'en parle à mes potes dans mon resto, et mes potes, notamment mon meilleur ami Théo, que tu as vu, et d'autres personnes aussi, me disent si tu veux, on investit avec toi. Comme ça, t'as pas à mettre tout ton cash et voilà, on teste. Donc on teste, etc. Et puis à ce moment-là, je me disais aussi, on parle souvent en fait d'exit. Si tu veux, sur le marché francophone, quand j'avais vendu ma boîte, un petit peu après, il y a plein de gens qui ont commencé à parler de faire des exits, etc. machin. Et je me suis dit, non, c'est un pote qui m'a dit, tu sais Théo, dans 100% des cas, quand il y a quelqu'un qui vend sa boîte, derrière il y a un acheteur qui lui a du cash et il a un plan. Et ces mecs-là, c'est pas des glands. Généralement, dans les opérations, c'est souvent les acheteurs les plus smart. Pourquoi ? Parce que ils ont le cash, donc ils ont réussi à un moment donné, et surtout, ils ont un plan de développement qui est ultra safe pour protéger leur cash. Et je me suis dit, je vais lire tous les bouquins sur le private equity que je trouve. Je vais regarder toutes les vidéos que je trouve. Je vais acheter toutes les formations que je trouve. Et au bout de 3 mois, où je mettais mes blindés d'informations, j'avais compris un truc, c'est que, en fonction de la situation des gens, il est beaucoup plus profitable soit de créer un business à partir de rien, from scratch, ou d'en acheter un et de modifier un truc. Moi, si je crée un business aujourd'hui à partir de rien, duquel ça me coûte peu d'argent, etc., machin, au mieux, avec mon expérience, je peux gagner, et avec ma communauté, je peux peut-être gagner 20, 30, 50, 60 000 euros par mois, max, avec un nouveau business, que je redémarre, qui a besoin d'aucune ressource en termes de finances. Par contre, si j'achète un business qui fait 100 000 euros par mois, et que je me rends compte que, tiens, le business, il a que un bon de commande, il a pas de page de vente, pas de page de capture, que ses vidéos, elles sont pas optimisées pour les mots-clés, qu'il a pas de pop-up sur son site internet pour capturer les mails, que ses objets d'email sont nuls, qu'il fait pas d'A/B testing, que la personne, ses titres, ses promesses de formation sont nulles, et que le mec vend son business pour 1 an de profit. Moi, je réfléchis 2 secondes, je me dis, moi qui ai accumulé toute cette expérience et ce cash, si je le rachète et que je modifie tout ce que je peux modifier, est-ce que le business va me rapporter 1 million de plus? Et donc là, en fait, simplement avec 1 million, je peux, même sans travailler, sans montrer ma tête ou quoi que ce soit, je me crée un nouveau business qui a plus 1 million d'euros dès la première année. Et la deuxième année, je prends 2 millions, 3 millions, etc., etc. Et donc, c'est cette balance, en fait, c'est ce jugement, c'est cet équilibre que j'ai trouvé, en fait, où je me suis dit, en fait, dans ma situation, c'est juste débile de lancer un nouveau business. Donc, quand il y a des gens qui me parlent de leur idée de business et qui me disent, je veux pas tout te révéler parce que peut-être que je vais la copier, pas du tout. Je veux pas du tout créer de nouveaux business from scratch. Je veux juste que toi, tu le développes. Et quand t'es mature et que tu sais plus comment l'augmenter, moi, je le rachète, je l'augmente. Et derrière, moi, je le revends. Donc, à différents types de profils. Tiens, d'ailleurs, je vous parle encore un investisseur qui envoie avec tous les jours, c'est incroyable. Online Asset, c'est 1,2 million par mois à peu près, un levé. Donc, truc de furieux. Ah ouais, c'est du sérieux. Hein. Et en termes de redistribution de dividendes, on est à plus de 300 000 euros par mois de distribuer à nos investisseurs. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et donc, bref, tout ça pour te dire que j'ai compris que pour moi, dans mon cas, c'était mieux d'acheter, optimiser et revendre. Alors, à qui on revend? On revend soit à des compétiteurs du business en question. C'est pour ça qu'on n'achète pas de business en personal branding. On n'achète que des business corporate. Et la plupart des business qu'on rachète, c'est des business en affiliation qu'on transforme ensuite, sur lesquels on développe une web app et en fait, on provide nous-mêmes le service.
Donc typiquement un site en affiliation qu'on a acheté récemment qui fait de l'affiliation vers des incorporateurs aux États-Unis, donc notamment au Delaware, New Mexico, Wyoming. Et en gros, on prend juste une commission de plus ou moins 150 € par client qu'on envoie. Et nous, avec nos développeurs, on a dit, est-ce que vous pouvez développer une app ou sur laquelle directement connecter avec une API avec un autre site internet du gouvernement américain, est-ce que les gens via l'app peuvent créer une boîte en quelques clics? Et est-ce qu'on peut proposer la location de boîte aux lettres en quelques clics? Est-ce qu'on peut leur faire enregistrer leur carte bancaire pour renouveler la société et la boîte aux lettres? Et ils nous ont dit oui, c'est pour ça qu'on a racheté la boîte. Et du coup, dans le plan de développement qu'on a, c'est de développer la web app. Donc, le vendeur de la société se dit, je suis trop smart, j'ai vendu pour X millions. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que on va développer quelques trucs et le business, on l'envoie sur la comète en 3-4 mois en fait. Et donc, on retrouve notre retour sur investissement hyper rapidement. C'est pour ça que sur Online Asset, on dit ouais, on donne 15% de retour sur investissement. La réalité, c'est qu'on en voit bien plus. Mais pourquoi est-ce qu'on dit pas plus? Parce que les gens qui nous ont appelés où on leur a dit la vérité, on leur dit le truc qu'on est en train de racheter, on le rachète à plus que 15% de ROI. La web app qu'on va développer, on estime à basse échelle que ça va gérer ça, donc on pense qu'on va être à 40% de ROI par exemple. Et au moment de l'exit, où on revend soit à des compétiteurs, mais surtout à des fonds en private equity qui sont basés en Suisse, surtout. Au moment de l'exit, si le business fait 3 fois plus, on estime au moins qu'on peut le revendre 2,5 fois plus cher. Et donc, en fait, quand on met bout à bout les chiffres, les gens me disent, ça fait un ROI de, par exemple, 50% par an sur 4 ans. On leur dit, oui, c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'on approche les gens parce que si on leur dit plus de 15%, les mecs se disent, c'est pas vrai, quoi. C'est un Ponzi. Ouais, instantanément, c'est ce que tu te dis. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on dit pas les vrais retours sur investissement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on recherche pas d'investisseurs. C'est que la plupart des fonds qu'on réinvestit, c'est des gens qui veulent pas toucher leur argent, leurs dividendes, et qui nous disent gardez-les et réinvestissez en priorité dans le prochain projet. C'est pour ça que je pousse pas énormément sur YouTube en mode investissez à balle. C'est pour ça que je fais aucune story sur Insta en mode investissez à balle machin. On n'en fait pas trop. Pas besoin. Ok. Et du coup, j'ai une question qui en découle directement parce que comme tu en as parlé tout à l'heure, tu as fait beaucoup d'immobilier, tu fais toujours de l'immobilier, mais plus à Bangkok. C'est poser comme question. Le fameux effet de levier. Quel est l'intérêt de faire de l'effet de levier quand tu as les capacités de faire ce type de business? Enfin, de flip, etc. Pour diminuer le risque. C'est-à-dire qu'au début, je t'ai dit, le premier business qu'on a racheté, c'est à plus ou moins... Non, le premier, c'était un site qui coûtait, je crois, 2 850 000 €, si je dis pas de bêtises, le premier, parce qu'on avait racheté que 49%. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, donc je venais d'atteindre plus ou moins les 10 M, et je me suis dit, mettre 30% de mon patrimoine dans une première opération en mode test, je me suis dit, je suis tout seul dans le bateau, si jamais je me plante, je perds X millions. Et j'avais peur au début, je te dis la vérité, j'avais peur parce que c'est un truc totalement nouveau et j'osais pas le faire tout seul parce que je me suis dit, je suis pas dans un stade de ma vie où j'ai forcément envie de re-risquer 30% de mon patrimoine sur un truc que je connais pas. Enfin, que je suis pas assez sûr pour mettre 30% de mon patrimoine. Et donc, en fait, c'est simplement en parlant avec mes potes, tu vois, qu'au départ, j'avais pas forcément dans l'idée. C'était plus dans le sens, je te dis la vérité, hein. C'était plus dans le sens, par exemple, t'aurais pu faire comme beaucoup, prendre tes 3 millions, faire le truc à la banque, emprunter 10 et faire des buildings, tu vois. Pourquoi tu vois, c'était plus dans le sens, le fameux effet levier immobilier vs aller faire du online, tu vois. C'est une bonne question. Donc du coup, j'ai cherché à faire ça au début. Donc je suis allé dans la plupart des grosses banques qui étaient open pour les étrangers à Bangkok, donc notamment UOB et SCB et Cassicorn, qui sont des banques taille, et ils m'ont tous proposé des structures d'emprunt qui sont pas intéressants pour les étrangers. Ça veut dire que les étrangers peuvent pas emprunter à titre perso, ils doivent créer une boîte taille et dans laquelle 50% est détenu par des étrangers, par des Thaïlandais. Donc il y avait ce côté thaïlandais où je me suis dit c'est pas fait pour moi. Ensuite, j'ai contacté Bank of America pardon, et ils m'ont dit à titre perso tu peux pas parce que t'as pas la green card, mais à titre pro tu peux. Mais c'est trop tard, je venais de vendre ma boîte parce que moi ma boîte de formation était située au Delaware aux US et donc en fait avec ma boîte de formation j'aurais pu faire de l'effet de levier. Mais là, c'était trop tard. Je venais de vendre 70%. Donc, je pouvais plus faire de l'effet de levier. Mais aujourd'hui, ceux qui nous regardent, qui veulent effectuer du levier et qui ont une boîte au Delaware avec une banque chez Bank of America, c'est totalement possible de faire un prêt. Alors, de deux manières, soit un prêt avec un credit score auprès de votre société, ou soit tout simplement, si vous investissez en bourse via Bank of America, vous pouvez faire ce qui s'appelle un nantissement.
et 30% de ce que vous avez en bourse, vous pouvez l'emprunter avec des taux, très faibles. Et donc moi, tout simplement, à ce moment-là, trop tard, j'avais grillé mes cartes. Donc j'avais éloigné l'idée d'emprunter. J'avais testé, mais je l'ai pas fait dans le bon sens. Et juste Mais ouais, pour savoir, aujourd'hui, du coup... Non, pardon? vas-y. Non, vas-y, continue. Bon, j'allais dire tout simplement que si avec le recul, je le savais j'aurais peut-être même pas vendu ma boîte. J'aurais dû faire un calcul à ce moment-là. Mais globalement, oui, si vous pouvez emprunter, c'est bien mieux. Maintenant, l'argent emprunté, c'est pas non plus de l'argent gratuit, c'est de l'argent qu'il faut rembourser. Donc, je pense qu'il y aurait toujours cette notion de risque. Donc, tout dépend de la taille du business que vous achetez. Si j'avais voulu le faire tout seul, eh bien, j'aurais fait des business bien plus petits, peut-être à 1 million max, mais pas sur des 3 à 5 millions comme on a fait. Et du coup, pour toi, est-ce que tu considères tes sites que tu rachètes, par exemple, comme du patrimoine? Est-ce que tu considères ça comme du patrimoine ou est-ce que tu considères ça d'une façon autre, un peu comme un flux qui entre, qui sort? Non, je le considère pas en patrimoine parce que ça me motive à vouloir le développer et le vendre. Parce que si je le considère en patrimoine, je pense que ça me brainwash. Tu le vends pas. Tu sais que tout ce que je calcule, j'ai un spreadsheet sur Google où je suis mon patrimoine, etc. Ça me permet de voir l'équilibre, etc. Et combien ça me rapporte aussi. Et je n'ajoute pas les business en ligne, même mes biens immobiliers, je les mets toujours au prix d'achat. Je les mets toujours au prix d'achat. Il y a que mes investissements en bourse où j'actualise la valo parce que la valo s'actualise réellement. Mais pour mes biens immobiliers, tu vois, je te donne l'exemple de 2 apparts récemment que j'ai acheté off market. Un mec qui était archi broke, qui arrivait pas à finir de payer. J'ai eu des biens immobiliers vraiment à un prix réduit dans le neuf. Et ben, ça n'empêche que je calcule le prix d'achat dans mon À patrimoine. Bangkok, hein, Théo. Ouais, à ouais. Bangkok, les biens. Ouais. Je préfère toujours me sous-estimer tout seul plutôt que de dire sur Internet, ah, je pèse 100 millions, machin. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est me dire que je suis plus petit. Je pense que c'est mieux pour éviter de dépenser comme un singe, d'être, de se dire, ok, je suis plus bas, tranquille, plutôt que de se brainwash tout seul en se disant, ouais, le site, je l'ai acheté 1 million, mais en réalité, il vaut 8 millions, donc j'ai 18 millions de patrimoine. Je pense que c'est débile, Ouais. c'est pas non. Ouais, ok. Alors moi j'ai une petite question un peu en rapport avec Online Assets. Faut savoir qu'avec avec Franck et Anto, on le dit depuis à peu près un an. En tout cas, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup. On sait qu'il y a des anomalies. On sait que c'est pas le cas de 100% des sites. Mais dans le cadre de l'affiliation, on a tendance à voir quelque chose qui se répète. Et c'est le cycle des 4 ans. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire qu'un site va monter progressivement et au bout d'une année, normalement, il va commencer à atteindre un certain niveau. Il peut continuer de croître pendant 2-3 ans. Et généralement, ce qu'on constate, c'est que la 4e année, ou environ dans cette fourchette-là, les sites ont tendance à retomber pour différentes raisons. Est-ce que c'est quelque chose que potentiellement tu constates ou pas du tout? Et est-ce que généralement, quand tu rachètes un business web, tu tentes de le revendre rapidement? Alors, je n'ai pas remarqué la baisse forcément de profit après 4 ans sur des sites en affi. Par contre, ce que je remarque, c'est que la plupart des business sur lesquels on se positionne, ce sont des business qui entament leur 4e année. Donc, j'ai l'impression que le dénominateur commun, c'est que les gens commencent à en avoir marre du projet en question. Ils commencent à en avoir marre du site. Ils baissent leur niveau d'intérêt. Et donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est en effet que les gens veulent parfois s'en séparer. Je dirais que la plus grosse anomalie dans ce marché-là, c'est que il y a beaucoup de vendeurs pour très peu d'acheteurs. C'est ce qui fait qu'on arrive à saisir des deals de furieux parce que il y a beaucoup de gens qui veulent vendre leur business en ligne, mais il y a très peu de gens qui veulent les acheter. Et la réalité, c'est que, je te dis la vérité, franchement, j'ai l'impression que c'est un marché de pros. C'est un marché de pros, l'achat et revente de business en ligne. Parce que ceux qui rachètent ont des critères de malade. Et ceux qui vendent, la plupart du temps, leur business n'est pas prêt à être vendu. C'est jamais le bon moment. La plupart des gens vendent leur business parce qu'ils se crachent et ils se disent, ah, c'est quoi les dernières gouttes de mon jus que je peux extirper de ce business en ligne. La réalité, c'est que c'est le pire moment pour vendre. Nous, on rachète que des business qui sont en hausse. Et d'ailleurs, véridique, la plupart des business qu'on rachète, c'est pas des business qui sont listés. C'est des business où on contacte les gens. Donc, nous, en interne, chez Online Asset, on a à peu près en tout et pour tout une dizaine de personnes. Et dedans, il y a 2 personnes, quasiment full time, qui vont contacter plein de sites qui respectent nos critères et on les démarche en disant combien vous gagnez,
Est-ce que vous êtes intéressé à revendre? Nous, voici les multiplicateurs, voici les critères. Revenez vers nous si vous êtes intéressé pour savoir combien est-ce qu'on pourrait vous racheter. Donc, ouais. Ok, super. Anto, tu veux poursuivre? Ouais, je vais te demander un truc. Comme on sait, généralement, plus les gens sont riches, entre guillemets, là, vous voyez venir ou pas? Plus, généralement, les gens trempent dans des trucs un peu sombres. Est-ce que tu penses que pour atteindre un certain niveau, t'es obligé de faire du border? Pas spécialement de l'illégal, hein. Border dans le sens de niche ou thématique, ou parfois, tu vois, enfin, parce que tu dois forcément, dans ton centre, tu dois connaître des gens qui font des trucs assez bizarres. Donc voilà. Ouais, donc déjà dans mon entourage d'amis et de connaissances proches et que j'affectionne, avec qui je passe du temps, j'ai aucun pote qui font des trucs sales parce que je veux pas être associé à eux. En fait, c'est trop dangereux aussi pour moi. Des fois, il y a des gens inconnus mais qui font des trucs un peu trop border, trop publics, qui sont à Bangkok et qui me proposent de se rencontrer. Je réponds pas parce que ça matche pas avec ce que je fais. Ça m'intéresse pas aussi de rencontrer des gens qui font forcément ça. Encore faire des trucs border, du moment que ça fait pas de mal à d'autres personnes, je me dis c'est ok, tu vois. Par contre, quand c'est par exemple des trucs où ça scam des gens, etc. machin, je trouve que y a pas besoin de faire ça en fait. Donc pour répondre à ta question, je vais le découper en différents levels. Le fait d'arriver, je pense, à un premier million d'euros, je pense que c'est atteignable d'une manière simple, de manière à faire des choses vraiment honnêtes, mais ça prend un peu de temps. Surtout la première année, le premier million, putain, il est dur, il est long parce que c'est un processus, c'est des risques aussi. Et je vais te donner une petite anecdote. Il y a pas longtemps, j'ai un ami on était dans un bar ensemble et il me dit Théo, il me dit ça fait plusieurs années maintenant que je gagne 50 000 euros par mois et je suis bloqué à ce truc-là, j'arrive pas à aller au-dessus. Qu'est-ce qui, de ton observation, me permettrait d'aller plus loin? Et je lui ai dit, combien tu as de capital à risque? Et il me dit, 0. Je dis, voilà. Je dis, moi, tu sais, aujourd'hui, je dirais que, allez, 40% aujourd'hui de mes revenus, c'est bourse, immobilier, et 60% c'est business en ligne, tu vois. Et donc, je lui dis, tu sais, moi, j'ai une grande partie de mon patrimoine qui est à risque, qui est investi, que ce soit en IMO, en bourse, ou dans d'autres trucs, ou dans des sites internet. Donc, je pense que pour arriver de 1 à X millions, il faut mettre son capital à risque. C'est obligé à ce moment-là. Parce que le travail au nombre d'heures, c'est pas, ça peut jouer, mais ça, au bout d'un moment, tu scales pas non plus de fou de furieux. Maintenant, je vais te parler d'un autre level. C'est ceux qui sont plutôt aux 30 millions et plus. Là, j'ai remarqué qu'il y avait une partie de ces gens-là, en effet, qui faisaient des trucs pas clairs. Pas clairs dans le sens où là, par contre, ça commence à faire du bordel dans la vie de beaucoup de personnes. Ou alors de la corruption. Donc j'ai pas forcément envie de rentrer dans ce débat en ligne, mais dans plusieurs pays, dans plein de pays, il y a de la corruption. Et en fait, la plupart de ceux qui sont à 30 millions, ils sont très proches de quelqu'un qui est dans la politique. Très proche. Que ce soit, voilà, j'ai un ami qui machin, nanana. Je vais vous donner un exemple concret qui est public. La piscine en France, au départ, c'était pas un budget de 60 millions qui était censé être délivré. La piscine pour les Jeux Olympiques en France, qui est trop petite. 60 millions. Au final, 170. Et puis la piscine n'est même pas utilisable. Donc, frère, où sont passés les 110 millions de différence, tu vois? Donc, détournement de fonds publics, etc., machin, des passe-droits. Donc, dans d'autres pays que la France aussi, il y a beaucoup de passe-droits. Donc, pour être honnête, ceux qui sont à plus de 30 et plus, j'ai pu remarquer que ils avaient souvent des amis dans la politique, ils trempaient souvent dans des trucs avec des personnes puissantes, pas forcément riches, puissantes. C'était le sujet de notre tout premier podcast, ça. C'était ce qu'il faut faire du sale pour gagner de l'argent. Et tiens, en rapport à ça, aujourd'hui, Théo, les sites, les business en ligne que vous rachetez, est-ce qu'on est plus souvent sur des business de la vente de meubles ou de télé, ou alors sur des business dans des thématiques un peu plus rentables, sur le dating, sur le gambling, sur Non, je peux te dire dans quelles thématiques elles sont parce que c'était des trucs qui étaient publics, desquels j'en ai parlé sur YouTube. Donc la première opération qu'on a faite, c'était un site d'affi dans le domaine du gambling.
Donc on n'est pas un site de casino, mais on est un site dans ce domaine-là. Et le deuxième site sur lequel on a effectué une grosse opération, c'est un site d'affiliation dans le domaine de la création de sociétés aux États-Unis. Et récemment, on a loupé un deal dans le domaine des matelas. Donc c'est un site d'affiliation qui propose des matelas. Et donc ce site nous a échappé. En France, quoi? Non, sur le marché américain. Okay. La plupart de nos sites opèrent sur le marché américain. Et c'est un site qui prenait 70K par mois avec de l'affi Amazon sur des matelas. Okay. Ouais, mais on connaît bien le sujet parce que justement, ça a été un des case studies de notre formation. C'est notamment le site Quel Matelas en France qui a été revendu 1,8 million, je crois, si je dis pas de conneries, les gars. Il me semble, ouais. Donc en fait, c'est un gros marché en affi et c'est pas quelque chose qui était forcément évident de l'extérieur et en effet, c'est un marché qui est intéressant. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est. Et donc j'avais contacté une entreprise aux US. En fait, j'ai tapé Matress White Label et donc du coup je suis tombé sur un provider de matelas aux US qui stampe ses matelas au nom de votre marque et je me suis dit attends, on fait 70K mois avec de l'affiliation Amazon sur les matelas, si on vend nos propres matelas, en plus la personne s'occupait du service client, s'occupait de l'envoi des matelas, etc. et tu prenais 300 balles par matelas. Et je me suis dit wow, le business on va le faire sauter. Et en fait le temps qu'on rédige l'offre, le mec qui a commencé à arrêter de nous répondre, on l'a relancé, on lui a dit écoute on raise, il nous a même pas dit la contre-offre, on lui a dit écoute on raise quand même et il nous a dit c'est trop tard, je me suis engagé, j'ai fait putain merde, donc on a loupé une grosse opportunité. Donc pour répondre à ta question, la plupart des trucs c'est sur le marché américain dans le domaine de l'affiliation et on change le modèle et on se transforme vers un site où on provide nous-mêmes le service. Ok, intéressant, super. Franck, tu veux y aller pour la prochaine? Ouais, moi je te fais un petit défi, on va dire. Imaginons que là, tu repars de zéro, tu as 1 000 € à investir dans un business. On va prendre le cas de quelqu'un. Par contre, tu gardes tes connaissances, mais par contre, tu n'as pas ton réseau, tu n'as d'aide de personne. Juste, tu repars de zéro, 1 000 €, tes connaissances. Qu'est-ce que tu fais pour te construire une belle entreprise? Eh ben écoute, je pense que je me concentrerai sur le domaine de la formation parce que c'est le retour sur investissement le plus rapide. Et je pense que j'irai surtout sur, alors YouTube, oui, mais je mettrai plus d'efforts sur Instagram, sur les réels, parce que je voudrais de l'argent rapidement. Et je pense qu'aujourd'hui, gagner de l'argent rapidement, ça se passe sur Instagram avec des réels. Et je mettrai un lien dans ma bio qui serait juste un tunnel de vente. Je ferai pas du SEO au début parce que ça prendrait peut-être un peu trop de temps. Donc je ferai du YouTube, je ferai du Instagram Short, je redirigerai tout vers une page de vente au début. Et je pense que les 1 000 €, je les utiliserai plus dans l'aspect montage, dans l'aspect édition du contenu en fait. Je pense que moi je me concentrerai surtout sur le fait de créer du contenu mais pas le monter. Et je me concentrerai sur les tunnels de vente. Je pense que je créerai même pas la formation au début. Je ferai une précommande à 500 € au lieu de 1 000 €. Et je dirais, voilà, la formation va sortir telle date, dans un mois, par exemple. Et donc, du coup, comme vous l'achetez maintenant, vous avez 50% de réduction. Et à la suite de ça, je la mettrai à 1 000 €, mais avec des plans de paiement en 3 fois. Donc, je pense que c'est ça que je ferai sur une période d'1 mois. Et voilà, les 1 000 €, ils iraient dans des prestats qui feraient de l'édition de contenu. Je pense que ça peut être hyper intéressant de créer une format et de créer un programme en affiliation et d'essayer de contacter des gens pour le pousser. Mais comme ce n'est pas mon expérience, comme je voudrais la jouer plus sûre, j'irai davantage dans la direction que je viens de citer. Donc, il n'y a pas forcément la fille. Ok. Et donc, tu ferais, à aucun moment, tu ferais de la prestation pour quelqu'un, toi? Genre, pour au tout début, quand tu commences, que tu as besoin d'un peu de cash flow et tout, tu te dirais pas, vas-y, je vais trouver 2-3 missions comme ça, juste histoire de mettre des sous dans les caisses, quoi. Non, parce que mon expérience, tu m'as dit que je gardais mes connaissances et mon XP, donc Ouais. Je pense que d'expérience, je sais que je gagnerai plus, mais je sais que sur le long terme, je sais qu'au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je sais que je gagnerai bien plus avec la format que avec le coaching. Donc ouais, j'irai pas dans cette direction au début. Par contre, si j'ai pas mon expérience, si j'ai pas mon réseau, si les gens me connaissent pas, je pense que j'irai en effet dans la prestation de service.
parce que tu peux commencer à être indépendant de ce truc-là très rapidement, hein. Tu fais, je sais pas, je dirais 3 prestats à 300 balles, mec, ça te fait 900 balles, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est hyper rapide. Ouais, carrément. Alors, la question que j'ai à te poser, Théo, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. On peut difficilement, enfin moi en tout cas, je trouve ça un peu incontournable de te poser la question. Aujourd'hui, l'arrivée de l'IA, ça a eu un impact dans ton business? Est-ce que tu l'utilises et si oui, comment? Alors aujourd'hui, donc l'IA quand c'est sorti, on l'a surtout utilisé pour créer des articles et je l'utilise plutôt dans mon quotidien à titre perso plutôt qu'à titre pro. À titre pro, j'utilise pour générer des idées de titres et des informations, des statistiques quand je recherche quelque chose, quand je vais appuyer mes propos. Donc typiquement, je fais une vidéo, admettons, sur l'immobilier. Je vais créer une vidéo sur les pays dans lesquels le prix au mètre carré est le plus différent par rapport au loyer. Donc dis-moi toutes les anomalies de marché dans les pays où le loyer moyen est 5% du prix prix moyen au mètre carré. Donc ça me sort plein d'informations, puis après je fais plus de recherches. Par exemple maintenant, trie-moi tous les pays sur lesquels le revenu foncier est le plus faible. Et boum, il me sort la liste. Et en fait, je fais une combinaison de ces trucs-là. Et donc, ça m'aide à effectuer des recherches en termes de statistiques. Maintenant, comme vous le savez, ChatGPT, c'est pas forcément le plus update sur les chiffres. Donc, je dois souvent après aller sur Google pour faire mes recherches, pour confirmer que ça a pas trop changé. Mais je l'utilise plutôt dans mon quotidien. Tu vois, typiquement, moi, j'ai une passion qui a rien à voir avec le business en ligne. C'est la dermatologie. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec la peau, la santé de la peau, etc. Et donc, je pose beaucoup de questions desquelles des études scientifiques ont une réponse. Et en fait, je cherche la réponse via ChatGPT. Je lui ai décrit très souvent ma vie, ce que je fais, mes centres d'intérêt, etc. Et je lui demande des suggestions de ce qui pourrait m'intéresser, ce que je pourrais faire, comment je pourrais faire mieux les choses, etc. Et je m'inspire beaucoup de ce qu'il me dit. Je lui explique aussi mon business, ce que je pourrais faire. Beaucoup de questions en rapport aussi avec le patrimoine. Et franchement, ouais, ça m'aide pas mal. Hein. Ça m'aide pas mal. Ça me donne beaucoup de pistes de nouvelles recherches. Ok. Et est-ce que tu as vu notamment, je sais pas si je te dis HeyGen, ça te parle ou pas ce tool? C'est un tool de vidéo IA qui est assez impressionnant. Alors oui, je sais pas si tu as vu la vidéo notamment de Shubham Sharma là, qui a quand même été assez visible ces dernières semaines. Pour le coup, c'est vraiment c'est assez bluffant hein, en vrai, hein, ce qu'on est possible de faire. Et je pense à ça parce que en réalité, je pense que de plus en plus, ce type de vidéo et Gen te permet par exemple de te cloner. Donc là, tu pourrais en l'espace de 2 minutes à peine. Ça, c'est de l'IA du coup? Ouais, c'est HeyGen ça. Ok. Donc tu as essayé l'outil? En réalité, un potentiel d'investissement considérable. Et donc ça, c'était nos premiers essais. Et on remarquait que la voix était trop lente. Donc la voix est un peu à chier sur HeyGen. Ouais. Mais je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ce sera totalement... ce sera parfait en fait. Je pense que là, on est au tout début. Mais en effet, c'est un truc de fou. Moi, ça m'a mind blow de malade. Ouais. C'est incroyable. C'est absolument ouf. Et je suis assez persuadé... Alors, sur du stratégie de contenu long, j'essaie encore de réfléchir à comment utiliser ce type de processus. Là, tu parlais de la voix d'HeyGen qui est un peu lente. Mais aujourd'hui, alors rafraîchis-moi la mémoire, Franck, le tool qui fait des voix vraiment solides en IA. Il faut faire Eleven Labs. Ping avec. Voilà. Je l'ai fait un hier, c'est incroyable. Alors, il y a notamment la voix, donc tu as 2 fonctions. Là, moi, je suis en train de me créer une voix pro sur Eleven Labs, donc qui clone ma voix. Ils font du bien meilleur taf sur la partie voix que HeyGen. Et en fait, si tu combines la voix pro à HeyGen et que tu plugues les deux ensemble, je pense qu'il y a vraiment des choses très propres à faire. Même si c'est pas parfait. Mais je pense que très rapidement, comme tu dis, on va pouvoir arriver sur quelque chose où, sur des stratégies de contenu court, ou à voir comment l'implémenter, parce que le problème, c'est que c'est un peu cher, donc ça dépend du type de contenu que tu fais, mais sur des vidéos de 10 minutes, 20 minutes, ça peut vite être peut-être un peu cher de faire de l'IA, mais ce qui va être intéressant, je pense, c'est qu'on va pouvoir déléguer
complètement ou traduire du contenu existant vers des langues autres que sa langue maternelle. Mais on va pouvoir déléguer, par exemple, demain, je pourrais tout à fait dire à mon ghostwriter, je scripte-moi une vidéo et fais-moi une vidéo directement sur HeyGen, et en utilisant mon image, il va pouvoir aller faire une vidéo, une review de produit, un truc directement. Et ça, c'est incroyable. Ça, je trouve qu'on passe un cap qui est assez ouf. Et sur HeyGen, il y a un truc qui est très bien fait, c'est que tu peux enregistrer un vocal et ensuite l'envoyer à HeyGen. Comme ça, tu as ta vraie voix et ça paraît beaucoup plus naturel. Et par contre, lui va juste générer la vidéo. Et donc ça, pour l'instant, ça a été le meilleur ratio qu'on a trouvé entre la perfection et le coût aussi de la production vidéo. Donc franchement, HeyGen, si tu enregistres ta propre voix et que tu le donnes, il te fait vraiment une vidéo de malade. Ouais, c'est clair. Tu aurais juste tu demandes à ChatGPT de t'écrire un texte sur un sujet en particulier, même que tu t'y connais pas. Derrière, t'enregistres avec ta voix sur ton ordi directement. Et après, tu le donnes à HeyGen et là, il te fait un très bon contenu. Hein. Ouais, non, c'est franchement ouf. Et pour tous ceux que ça intéresse, on mettra un lien en description directement pour que vous puissiez aller checker si ça vous branche. C'est Antos, si tu veux, poursuivre. Penses-tu que ton entourage influence ta réussite, impacte ta réussite, tu vois? Ouais, je pense, hein, comme beaucoup de personnes, moi je dirais que les gens qui m'ont vraiment switché niveau état d'esprit, alors le premier, c'est un ami qu'on a eu en commun, qui était banquier avant et qui m'a sensibilisé sur la partie investissement, parce qu'à l'époque j'investissais très peu. Et donc ça m'a vraiment permis sur le long terme de croître. Et une autre personne qui m'a fait aussi switcher, qui m'a sensibilisé sur la partie investissement, c'est, vous le saviez, avant je sortais avec une nana à Malte et son père était blindé. Et un jour il me dit Théo, combien tu gagnes? Et donc je lui dis, à l'époque je gagnais au top quand j'étais à Malte un truc comme 100 000 euros par mois, et je lui dis ouais je gagnais moins quand je lui ai dit ça, je gagnais genre 60 000. Et je lui dis ouais je gagne 60 000 par mois. Et là il me dit avec des gros yeux, il me dit oh j'ai jamais gagné autant de ma vie. Là je me suis dit il se moque de moi, c'est pas possible. Le mec il a surtout qu'il avait des jets et tout, non? Ouais. Donc je lui ai dit mais tu te fous de moi? Et il me dit non, il me dit moi c'est juste que j'ai vendu ma boîte, mais il m'a dit je gagnais 40, 30 000, 50 000 euros par mois, mais jamais 60 000 et plus. Et il dit là où est-ce que j'ai beaucoup gagné? Il m'a dit c'est que j'ai investi dans l'immobilier et machin et truc. Et c'est là en fait où je me suis dit en fait la vraie wealth, le vrai gros patrimoine se fait sur le long terme. Le plus gros actif, le plus gros asset qu'on a, c'est qu'on est jeune. Parce que gagner 100 000 euros par mois pendant 3 ans versus gagner 30 000 euros par mois pendant 20 ans, ça n'a rien à voir. Donc, vaut mieux s'enrichir lentement et prendre le temps d'investir, etc., plutôt que de se grouiller et de juste donner le meilleur de soi pendant 2-3 ans, puis après laisser tomber. Donc, mon entourage m'a beaucoup... c'était surtout ces deux personnes-là qui m'ont switché. Après, j'ai eu un coach. J'ai eu un coach français qui m'a sensibilisé aussi sur la partie investissement. C'est un monsieur assez âgé qui avait plus d'une centaine de biens immobiliers et il me faisait même pas payer les coachings, hein, il s'en fout, il avait fini le jeu lui. Hein. Et il avait une vie très simple, etc. Et quand on faisait les coachings, très souvent c'était dans des moments de sa vie où ça m'inspirait de ouf. Contrairement à beaucoup de coachs, c'était pas un coaching où tu vois on était juste chez nous dans une chambre. Lui, il était souvent dans des endroits qui m'inspiraient. Par exemple, il y a 2 endroits qui m'ont inspiré. Le premier, il était sur son yacht et il cuisinait un lobster et il avait sa fille et sa femme sur un jet ski qui remontait sur le bateau pour manger le lobster avec lui. Et je me suis dit, waouh, si tu peux partager ce genre de moment avec ta famille ou avec tes proches, c'est un truc de fou. Et ça m'inspirait beaucoup plus qu'avoir X millions ou quoi que ce soit. Je me disais vraiment, waouh, le but ultime, c'est de partager des expériences de furieux avec des gens que t'aimes. Et un deuxième moment qui m'a switché, c'était quand il était dans son jardin. Donc évidemment, il avait une baraque de fou furieux. Et il avait une table en bois pétée dans son jardin. Et il faisait un barbecue avec sa famille. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien. Tu vois, on était genre en pleine semaine. Le mec se claque un gros barbecue, tranquille, toute l'après-midi. Il est là. Et je me suis dit, waouh, avoir des moments comme ça, c'est top. Et c'est possible si tu as des revenus passifs, quoi, entre guillemets. Donc il y a toujours ce gros lie, ce gros bullshit, tu vois, online,
qu'on dit ouais les revenus passifs machin truc, et donc je me suis dit, ouais franchement l'immobilier, la bourse, c'est quand même pas mal passif, et donc ils m'ont impacté beaucoup dans cette direction-là, ouais. Ouais, moi j'ai un peu encore une double question. Dans tes boîtes actuelles, est-ce que tu fais encore de l'opérationnel, on va dire? Ou enfin opérationnel, est-ce que tu vois, tout à l'heure tu parlais de démarcher des sites ou des trucs comme ça, est-ce que ça t'arrive encore ponctuellement de le faire? Ou est-ce que maintenant t'es vraiment genre full réflexion, full networking pour avoir le réseau et tout, mais genre tu fais plus rien? Et question assez proche, mais du coup peut-être qu'on verra après, mais comment tu gères tes équipes? Parce que tu l'as dit, dans Online Asset par exemple, il y a 10 personnes. Est-ce que c'est toi qui gères encore un petit peu les équipes, ou encore une fois, est-ce que tu as mis quelqu'un à la tête et toi tes réflexions et voilà. Alors aujourd'hui, je dirais que pour être le plus précis possible, 40% de mon temps, c'est de la création de contenu. 40% de mon temps, c'est de la réflexion. 10% de mon temps, c'est du networking. Donc plutôt des rendez-vous avec des gens que je connais déjà, qui peuvent m'aider à faire un truc que je sais pas faire. Et 10% de mon temps, c'est de l'opérationnel. Et dans l'opérationnel, ce que je fais, c'est surtout des choses qui vont me prendre du temps à expliquer et qui sont rapides à faire. Donc typiquement sur un site qu'on va racheter, je suis un des premiers finalement à aller sur le site et à tout de suite balayer, à retirer ce qui est pas nécessaire, à modifier les quelques textes qui sont mieux. Il y a des choses aussi que je vois d'une manière assez spécifique, que d'autres personnes dans le business en ligne ne voient pas forcément, que ce soit une manière d'écrire les choses, une manière de présenter les choses. Je me dis, tiens, si je peux améliorer le truc de 1% sur 5 étapes, bah, tout cumulé, ça fait peut-être du 10%, parce que mis bout à bout, c'est un vrai game changer. Et en fait, le fait de l'expliquer à quelqu'un, c'est pas forcément worth it. Donc, je préfère le modifier moi-même. Et qui gère nos équipes chez Online Asset, c'est surtout mon associé Constant. Donc, chez Online Asset, on se sépare les missions de la manière suivante. Moi, ce que je fais surtout, c'est le contenu, échanger avec les investisseurs qui investissent plus d'1 million d'euros, parce qu'on a des investisseurs qui investissent plus d'1 million d'euros. La plupart d'entre eux, en moyenne, investissent 72 000 euros. Et le minimum, c'est 30 000 euros. Donc moi, je parle aux investisseurs qui ont investi plus d'1 million. Et je suis en communication avec les anciens propriétaires des business que l'on rachète. Pourquoi? Parce que quand ils veulent mettre en place une stratégie différente, c'est moi qui estime, non pas si la stratégie est bonne, je dis pas que je connais mieux le business que ces gens-là qui sont dedans depuis X années, je dis simplement que je prends en compte le risque que ça peut avoir pour nos investisseurs. Parce que quand on rachète un biz, la personne opère toujours le business comme si elle était solo. Sauf que tu peux pas risquer de faire un x2 sur le business, mais aussi de tout perdre sur le business. Ça, c'est interdit au moment où on rachète les biz. Donc, je suis en communication avec les propriétaires des business pour leur permettre de mesurer l'ampleur de leur décision qui peut avoir un impact certes positif, mais aussi parfois néfaste sur le business. Donc plutôt les calmer, et ça peut paraître contre-intuitif, mais parfois les ralentir sur la vitesse d'implémentation d'un truc qu'ils veulent mettre en place. Et donc mon associé Constant, lui, il est en relation avec tous les autres investisseurs. Moi et mon associé Constant, c'est nous qui travaillons sur la web app qu'on est en train de sortir. C'est moi qui ai créé le site Online Asset de toutes pièces. Et après, j'ai fait appel à des prestats, mais c'est moi qui ai booké le nom de domaine, etc. D'ailleurs, onlineasset.com. Devinez combien est-ce qu'on l'a acheté? Je suis sûr ça se trouve, il était dispo à 10 balles, non? Ouais, j'abuse, mais... J'aurais bien aimé, mais non. Donc, il coûtait... il était déjà prêt. Ouais, quoique, ouais, Online Asset, ouais. Ouais. Il était, je crois, à 70K et on l'a eu à 15K. Ah ouais? Ouais. Ah oui, 15K, du coup, au final? Ouais. Je me rends pas compte, c'est un EMD en anglais ou pas? Online Assets. Il y a un S à la fin? Un nom générique? Non, c'est onlineasset.com. EMD, c'est un exact match domaine. C'est quelque chose qui est très recherché ou pas? Côté US? C'est un exact match, hein. Ouais. Ok, c'est pour ça que c'est cher. Je me rendais pas compte si c'était plus un branding ou plus un exact match. Aujourd'hui, tu nous as dit que tu étais sur le marché américain pour les business que tu rachètes, enfin que vous rachetez avec Online Assets, mais tes investisseurs sont principalement francophones puisque c'est issu de ta communauté, ou vous avez aussi des investisseurs anglophones?
Alors, on a des investisseurs anglophones, mais très peu. Notamment un investisseur, c'est vraiment n'importe quoi. Le mec nous appelle, il parle pas très bien français, il dit ouais, c'est mieux qu'on écrit par email. Et le gars investit 140 000 euros avec nous, il parle pas très bien français. Et il nous a dit ouais, je regarde Théo depuis longtemps pour apprendre le français. Et c'est un monsieur qui est géorgien et qui veut apprendre à parler français. Et puis regarder mes vidéos. Et puis il a vu oh, on a un asset, ah bah tiens, il est blindé donc il a investi. Ok. Incroyable. Et non, sinon la plupart de nos investisseurs sont francophones. Donc je dirais que la plupart en termes de nombre sont français, mais pas forcément résidents fiscaux français. La plupart de nos résidents fiscaux français utilisent des boîtes situées à l'étranger pour investir avec nous. Et on a peu d'investisseurs suisses et belges, mais c'est les plus gros investisseurs. Ouais. Tu penses que c'est parce que vous êtes moins connu, par exemple, en Suisse ou en Belgique? Je me rends pas compte, pareil, par exemple, YouTube, je suppose, vu que tu es en français, tu dois les toucher, mais est-ce que c'est un petit peu comme pour le SEO sur Google? Le Google suisse, il est quand même très visé suisse, tu vois. Les sites qui ressortent sont suisses et pas spécialement français. Je me rends pas compte sur YouTube, je suppose qu'il y a peut-être Ouais, je pense. plus des influenceurs suisses qui, du coup, apparaissent dans les résultats de recherche du YouTube suisse. Ouais, je pense aussi. Maintenant, je pense que dans le domaine de l'investissement, il n'y a pas non plus des masses de personnes. Donc ouais, je pense que ça doit venir de là. YouTube, le référencement du site Online Asset aussi, Instagram. Et puis après, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille chez Online Asset. Je pense qu'il y a au moins un bon 30% des gens qui investissent avec nous qui ne me connaissent pas. C'est une bonne chose, ça. Ouais. Enfin, dans le sens où c'est chouette d'avoir, encore une fois, de détacher ton business de ta personal brand, c'est toujours positif. Ouais. Et juste, du coup, Constant, ton associé, c'est le mec que tu as rencontré à Bali, qui a réussi à te vendre ton biz, et du coup, tu t'es dit, ok, il est bon, vas-y, je lance un business avec lui. C'est ça. Ok, c'est cool, je trouve. Enfin, Ouais. Mais il a fait ses preuves, hein. Je lui ai dit, voilà, Ouais, le c'est ça. challenge, c'est ça. Si tu arrives à le faire, j'aurai quelque chose à te proposer. Donc, évidemment, je vais donner une belle commission sur la vente de ma boîte. Mais c'était pas non plus, c'était peut-être même moins que ce qu'il gagnait déjà. Mais il s'est dit, vas-y, je vais faire un truc avec Théo sur le long terme. Et lors de nos premières opérations, on a commencé à se répartir les profits. Aujourd'hui, on est à 50-50. Ouais. Ok. Super. Et tiens, justement, moi, ça rejoint une question que je voulais te poser. Donc aujourd'hui, la question c'était est-ce que tu as des associés sur certains de tes biz? Donc la réponse est oui, hein, ne serait-ce qu'avec Constant sur Online Assets. Est-ce que tu aurais des conseils pour bien s'associer entre guillemets? C'est-à-dire, on sait que ça peut être aussi, l'association peut aussi être un piège. Je vais un petit peu affiner ma question pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre le contexte. Notamment aujourd'hui, quand on débute dans le business ou qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience avec le fait de s'associer, ça peut être un réflexe. Et typiquement, je te donne un exemple. Demain, j'ai une idée de SaaS géniale. Eh ben, peut-être que je vais préférer aller m'associer avec un développeur plutôt que de simplement financer un développeur pendant X mois, X années. Enfin, tu vois. Et qu'est-ce que toi, tu aurais à conseiller sur ce type de problématique-là? Alors moi, pendant longtemps, je me suis pas associé et je pense que choisir son associé, ça dépend du stade de vie dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que quand tu démarres un nouveau business, je pense que avoir un associé qui est complémentaire dans ses compétences, je pense que c'est important parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget. Donc, typiquement, comme tu l'évoquais, tu t'associes avec un développeur parce que t'as pas les compétences pour développer, par exemple. Et toi, tu as d'autres compétences que le développeur n'a pas. Donc, quand tu as pas de business, je pense que ça, c'est un des critères les plus importants. Maintenant, je pense que sur le long terme, quand tu es à un certain niveau d'entrepreneuriat, tout le monde a toutes les compétences dans le sens où, whatever, ça va juste être des prestats ou des gens qui vont bosser pour toi. Donc c'est plus une histoire de compétences, c'est une histoire de est-ce que ton associé est prêt à faire des choses que toi, tu n'as pas envie de faire. Et je pense que c'est surtout ça le levier. Et les associations sont bonnes à partir du moment où les deux parties ont des intérêts qui sont alignés. C'est un peu comme un couple. Je pense que les deux parties doivent avoir l'impression d'avoir fait une meilleure affaire que l'autre. C'est ce qui permet aux deux parties de se dire je ne trouverai pas de meilleur associé. Je ne trouverai pas de meilleur business et nos intérêts sont alignés. Donc je pense que, pour récap, sur le court terme, associés différents parce que compétences différentes et low budget. À l'inverse, sur le long terme,
C'est pas une histoire de compétences, c'est une histoire de qui est prêt à faire quoi. Moi, au départ, avec Online Asset, quand j'ai proposé à Constant de me rejoindre au tout début, je lui ai dit voilà, moi, ce que je veux pas faire, c'est passer du temps avec les investisseurs au téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai peur que beaucoup d'entre eux veulent simplement discuter avec moi. Donc, et ça va mener à rien en fait. Donc c'est pour ça que je lui ai dit écoute, moi, je ne suis pas prêt à faire ça. Lui m'a dit ouais, moi, je suis prêt à faire ça. En plus, il était bon, donc j'ai dit bah très bien. Lui, il était pas prêt à faire forcément des vidéos sur YouTube, etc. pour mettre en avant le truc. Donc j'ai dit bah moi ça je sais le faire. Lui il voulait pas forcément gérer le site et créer le site. Moi j'ai dit bah moi ça je sais faire et ça me dérange pas de le faire. Et je lui ai dit bah moi ce que j'aime pas faire c'est les papiers. Et donc lui il m'a dit moi ça me dérange pas de faire les contrats, etc. Je lui ai dit bah ok très bien. Et donc après tout le reste bah on déléguait et donc on connaissait nos missions mutuelles et les intérêts étaient alignés parce que on a défini dès le début la stratégie qu'on souhaitait utiliser et comment est-ce qu'on souhaitait se payer. Parce que faut quand même remettre les choses dans le contexte. Constant et moi, au départ, on se connaît pas trop. Un an après, j'ai reçu quelques millions grâce à lui et on lance Online Asset et on commence à manger des 6 chiffres par mois. Et donc, au moment où il faut se redistribuer les dividendes, tu vois, avec quelqu'un avec qui t'as pas trop passé de temps, c'est quand même particulier. Donc, on a mis en place des process où on se paye à une certaine fréquence, etc., où on garde de l'argent sur le compte, mais pas trop non plus. Et avec le temps, bah, peut-être que ces choses-là viendront changer, mais faut mettre en place, je pense, des leviers de sécurité pour les deux parties. Ok. Je te pose la question, mais après, je ferai sans doute une petite réflexion par rapport à ça. Mais de ton point de vue, qu'est-ce qui a été ta plus grosse force quand tu t'es lancé, qui a fait que t'as réussi, que t'as mieux fonctionné que les autres? Et je parle pas forcément du moment où tu étais déjà à Malte et tout, mais qu'importe, prends la timeline que tu veux et juste, il y a un moment, il y a sûrement quelque chose qui a été le point où aujourd'hui tu te dis si j'ai pas fait ça, enfin si je l'avais pas fait, je serais pas là aujourd'hui. Bah, je pense que c'est lorsque j'étais étudiant, lorsque j'ai dit à mes potes de classe ouais, je vais créer un site alors que je savais pas créer de site. Et donc en fait, j'avais la pression sociale de mes potes qui m'attendaient avec un site internet le lendemain. Et donc quand je suis rentré chez moi, bah j'ai passé toute la nuit à essayer de créer un site. Et donc je pense que c'est le fait de m'être mis dans cette situation qui m'a poussé à faire des trucs même si je savais pas les faire. Et cette chose-là, ça s'est reproduit plusieurs fois dans ma carrière où je me suis dit je sais pas le faire. Il y a personne dans mon entourage qui l'a fait, mais ça veut pas dire que c'est impossible. Je te donne l'exemple de la vente de ma boîte. Pour moi, il y a eu vraiment trois grosses phases dans ma vie. C'est quand je suis devenu indépendant financièrement, donc quand je gagnais 2-3 000 balles par mois. Ça, vraiment, ça m'a, waouh, c'était incroyable. La deuxième fois, c'est quand j'ai gagné pour la première fois 100 000 euros en un mois. Je me suis dit, waouh, c'est fou. J'aurais jamais cru de toute ma vie que c'était possible de faire ça. Surtout que j'avais totalement arrêté de dépenser des sommes de fou pour montrer mon lifestyle. À l'inverse, j'étais resté chez moi dans mon petit appart à Xira et j'étais en mode, c'est à Malte pour ceux qui connaissent pas, et je m'étais dit c'est fou, c'est le mois où j'ai le moins dépensé pour montrer mon lifestyle, c'est le mois où j'ai juste le mieux travaillé, et c'est le mois où j'ai gagné le plus. Donc ça m'a vraiment switché parce que je me suis dit, ça n'a rien à voir, combien je gagne versus combien je dépense pour montrer, ça n'a rien à voir. Et le troisième switch, ça a été quand j'ai vendu ma société. Et tu vois, ça c'est 3 trucs où je me suis dit, jamais de la vie c'est possible, je vais pas y arriver. Surtout qu'en plus, je me faisais trash talk. Faut aussi se remettre dans le contexte, hein, tu vois, du trash talk, ouais. Dans le sens où les gens, c'est vraiment des raclures hein, dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit des gens populaires ou des gens lambda. Hein. Quand j'étais en France, je disais ouais, je veux m'expatrier en Thaïlande. Tout le monde me clashait à chaque fois qu'il me revoyait, il me disait ah alors le Thaïlandais, t'es toujours pas parti machin. Tu sais, ça te tape hein, sur le cerveau où tu te dis ouais, je suis nul, je me tape la honte, etc. Et quand je suis parti, après je recevais des messages on ne voit plus. Je dis bah ouais, je suis parti, c'est bon. Et pareil quand je gagnais 100 000 balles le premier mois. Donc là par contre, je l'ai très très peu partagé parce que je pense que j'avais besoin de temps, j'avais trop d'adrénaline, etc. Véridique. Je fais ma compta en fin de mois, j'ai même pas checké. Je fais ma compta, je vois 100K. Et tellement que ça m'avait monté au cerveau, j'ai eu une montée d'adrénaline et je sais pas, j'étais euphorique. J'ai marché pendant 1h30, alors qu'il était minuit, hein, on était à Malte. J'ai marché pendant 1h30 le long de la mer où je me suis dit, ouah, c'est quoi le prochain goal, c'est fou, qu'est-ce que ça change, machin. Et quand j'ai vendu ma boîte, là, par contre, c'était un peu la panique parce que, comme je vous ai dit plus tôt, j'ai fait un peu une crise de panique, parce que contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, quand tu reçois pas mal d'argent pour la vente de ta boîte, le premier réflexe, c'est que tous tes potes te disent « Ah putain, c'est trop bien, tu gagnes plein et tout machin ». Mais la réalité, c'est que tu te demandes beaucoup comment ta vie
va changer, pas par rapport à ce que tu vas acheter ou quoi, rien à voir. Juste par rapport à ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Parce que, tu sais, quand tu fais la même chose, c'est comme si vous faites du SEO depuis, je sais pas, 10 ans, un truc comme ça. Si du jour au lendemain, vous deviez arrêter le SEO, que c'était interdit pour vous de faire du SEO. Ouais, t'imagines, t'imagines la panique, tu vois. Où tu te dis, ouais, je dois réapprendre un autre truc, etc. Et vous allez peut-être vous dire, ah, je suis que bon en SEO, j'arriverai à rien d'autre, etc. Et la réalité, c'est que vous êtes bon dans plein d'autres trucs que vous n'avez pas réalisés. Mais en effet, vous êtes des monstres en SEO, mais vous êtes aussi très très bon dans d'autres domaines. Et donc ouais, voilà, ça a été les 3 étapes Ok. de ma vie. Je sais même pas si c'était ça la question, mec, je suis désolé. Si, c'était exactement ça. Et en fait, moi, je voulais juste rajouter un point parce que à l'époque, ça m'avait marqué quand tu nous en avais parlé. Et parce que moi, je pense qu'un de tes gros points très très forts, mais au final, c'est exactement ce que tu as dit, hein, mais c'est ta détermination que tu as eu au début. Et je me rappelle d'une anecdote dont tu nous avais parlé où il y a un moment où tu te filmais dans ta voiture et t'avais un peu des gens qui passaient en mode ah, il se prend pour un YouTuber et tout ça, tu vois, et que à ce moment-là, quelqu'un qui a un esprit qui est peut-être plus faible psychologiquement et tout ça pourrait se dire bon bah ils ont raison, tu vois, un peu comme le passage où il n'est pas encore expatrié en Thaïlande celui-là, et ben tu vois c'est un peu pareil, tu pourrais le prendre et à force ça te pèse tellement que tu dis allez c'est bon en fait j'abandonne et ils ont raison, j'y arriverai pas, tu vois, ou un truc comme ça. Et au final toi tu t'es juste dit mais ils iraient tous se faire foutre en gros un jour et c'est moi qui aurais raison quoi. C'est Ouais, et la preuve. j'avais des up and down hein, à ce moment-là de malade hein, quand j'étais en Ouais. centre d'appel pour Nespresso. Ouais, laisse tomber. Déjà le matin, j'arrivais, j'avais déjà écrit. Non, je faisais mon podcast sur la route de l'aller. Le midi, donc je mangeais en 5 minutes. Je faisais ma vidéo dans les lotissements ou dans ma voiture en fonction si le temps était bon ou pas. Je revenais au taf et le soir, je faisais le montage de la vidéo, je la publiais et j'écrivais un article et je publiais mon podcast. Et à ce moment-là, je t'avoue que j'étais rincé niveau énergie et surtout, bah, tu sais, tes parents aussi. Hein, moi, à l'époque, j'habitais chez mon père et ils me voyaient partir super tôt. Ils me voyaient rentrer, j'étais rincé. Ce qu'ils savaient pas, c'est que sur la route, j'avais fait déjà 3 contenus et que j'allais m'enfermer dans ma chambre. Lui, il pensait que j'allais chiller, jouer aux jeux vidéo, machin. Non, j'étais vraiment en mode farming de contenu et c'est compliqué, ouais, parce que même si ta famille, elle comprend pas trop, etc. Elle se dit mais qu'est-ce qu'il fout, machin. Donc ouais, c'était très lourd à ce moment-là. Plein de fois, j'avais pensé arrêter, mais je me suis dit c'est hors de question. Tu sais, quand je travaillais en centre d'appel, je sais pas si vous avez déjà été salarié, mais je voyais des gens de 50, 60 balais qui faisaient des travails qu'ils aimaient pas. Je me suis dit ouais, il est hors de question que je finisse comme ça. Ouais. Ah, mais c'est ouf. Et je pense qu'à l'époque, c'était d'autant plus dur parce que aujourd'hui, quand t'es un peu tout seul dans ton coin, tu peux quand même rejoindre, par exemple, des communautés Discord, des trucs comme ça, et tu sais, être entouré virtuellement de gens comme toi, qui ont la Ouais, déterre, qui vont bosser et tout ça. Mais à ton époque, je sais pas, t'avais peut-être des groupes Facebook, il y avait quelques forums par-ci par-là, mais c'était quand même plus faible de trouver, et encore moins dans l'infoprenariat ouais, en plus. Je pense que ouais. l'infoprenariat était encore plus un microcosme dans tout ça, et trouver des gens comme toi avec qui discuter, au final, c'était compliqué, je pense, au début. Surtout quand t'es tout petit, c'est souvent plus dur de se faire accepter, et ainsi de suite, quoi. Tu vois, Ouais, et puis par d'autres infopreneurs, tu vois, si toi, t'avais, je sais pas, 5000 abonnés, peut-être que le premier niveau de type que tu pouvais avoir, ce serait quelqu'un qui a 15, 20 000, mais vu que t'es plus petit que lui, bah là, peut-être qu'il t'acceptait moins, quoi, ou je sais pas. je me C'est faisais peut-être ça. snober à balle, hein. Je me faisais snober Ouais, à balle. Je ok. contactais les personnes dans l'infoprenariat où il y en avait un qui avait écrit un bouquin, je l'avais lu et je voulais écrire un article sur mon site internet et je lui avais envoyé un message pour lui dire ah est-ce que tu veux que je modifie l'article ou quoi que ce soit. Le mec me parlait comme une merde parce que j'avais pas alors que mon intention c'était juste de bah j'ai trop kiffé ton livre, je le mets en avant, je te fais de la pub. Je me faisais bâcher, hein. Je me faisais bâcher par ceux qui étaient plus connus que moi. Donc ouais, ils m'ont vraiment mis le seum de malade. Et c'est pour ça aussi je me suis dit ouais, je vais les fumer. Et j'ai eu une déterre de malade. Je me suis dit ouais, je vais les fumer. Et je voyais ils étaient pas ouf. Et je me suis dit si eux ils sont pas ouf et qu'ils y arrivent, bah si je suis Ouais, déter, ça va fonctionner. Hein. ouais. Mais ouais, bel exemple de détermination, c'est beau, je trouve. Mhm. Merci. Ouais, c'est top. Je suis pas sûr que ma dernière question soit pertinente en réalité. Si c'est pas le cas, on la fera sauter. Est-ce qu'aujourd'hui tu aurais une grosse, la plus grosse de tes erreurs dans le business en général à nous partager?
Alors la plus grosse, je sais pas si je vais la trouver, mais une erreur que j'ai faite il y a pas longtemps qui m'a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est le fait d'avoir fait confiance à un mec que je connaissais depuis 7 ans. Et Que je le connais aussi, non? oui. Oui, tu le connais, il habitait à Malte. Et donc, Ouais, je lui ai confié un très gros deal avec un de nos investisseurs de Online Asset et qui voulait construire un bien immobilier énorme. Et donc, il m'avait confié la mission. Et je lui avais dit, écoute, honnêtement, j'ai pas le temps, mais par contre, mon ami peut s'en occuper. Et en amont, j'avais demandé à mon pote, je vais te donner un projet à beaucoup de millions, tu vas faire autant de marge. Sur cette marge, je te demande un cut de 30%. Et t'as quasiment rien à faire. T'as juste à gérer les prestats et t'as juste à envoyer des messages à l'investisseur de temps en temps et tu vas sur le projet. Le mec était broke. Du jour au lendemain, il se retrouve avec un projet qui va lui rapporter plusieurs centaines de milliers d'euros en faisant très peu d'efforts et en vivant une vie très cool. Et ce mec-là, il m'a pas payé, quoi. Il m'a pas payé. Je lui ai fait confiance. J'étais dans le rush avec Online Asset. Je faisais tous mes contrats, machin. Je me suis dit, ouais, je le connais depuis 7-8 ans. Je vais pas faire un contrat. C'est pas urgent. Je peux le faire plus tard. Et ben, voilà. Il m'a pas payé. Puis il m'a dit, ouais, non, je te paierai pas. Je dis, ok. Voilà. Et il te l'a dit dans les yeux, en plus. Ouais. Il me l'a formulé d'une autre manière. Mais ouais. Il me l'a dit en dîner. Un des derniers jours où c'était à Bali. Donc, ouais, un des derniers jours où j'étais à Bali. Voilà, il m'a dit, j'ai dit, ok, ça marche. T'as fait ton choix, machin. Bah, voilà, c'est terminé. Donc, je l'ai bloqué. Et puis, voilà, basta. Ok, donc du coup la leçon de ça c'est faites des contrats ou ne faites pas confiance trop vite, mais bon 7 ans est-ce que c'est trop vite finalement? Enfin tu vois. Je pense que il n'y a pas d'histoire de confiance. Je pense que il faut que les intérêts soient alignés. Maintenant, je le vois de plus en plus dans les relations de couple. Il faut que les intérêts soient alignés. Je pense que de plus en plus dans les partenariats de business, je pense que les intérêts doivent être alignés et de manière contractuelle dans le business. Euh, Moi, mes relations qui ont duré le plus longtemps, c'était quand mes relations amoureuses, c'était des relations où je partageais les projets qu'on allait avoir ensemble et le chemin de vie que je voulais avoir. Donc les intérêts étaient souvent alignés parce que je connaissais les intérêts de la personne, elle connaissait les miens et donc on avançait dans une direction qui était intérêt mutuel. Et le truc c'est que dans le business, je pense que les intérêts mutuels, ouais, mais il faut que ce soit noir sur blanc. Et voilà, je pense que la confiance c'est overrate. Je pense que la confiance c'est overrate. Je pense que les contrats, ça prend que dalle en termes de temps. Et deux personnes qui ont un contrat ensemble et des intérêts mutuels, je pense qu'ils iront peut-être plus loin que deux amis ensemble qui se font simplement confiance, quoi. Voilà, c'est ma leçon de 2023. Intéressant. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Un grand merci Théo pour ta présence Avec dans notre plaisir. podcast, c'est vraiment très cool Merci. de ta part. Ouais, c'est très cool. Et puis, merci à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une réaction en dessous de cette vidéo YouTube, un like, un abonnement, potentiellement des petites étoiles sur Spotify. On vous rappelle aussi que vous avez en description notre formation gratuite avec les Wizards pour apprendre la vente de liens, qui est l'un des business les plus simples d'accès quand on veut commencer à faire des sous sur Internet. Et puis nous, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Ciao, ciao.